Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, joyeux Noël avec un jour de retard pour ceux qui le fêtent. Écoutez, c'est l'heure du dernier live, c'est l'heure du dernier live de l'année, oui ce moment est enfin arrivé. Alors pour être honnête, petite anecdote, j'avais prévu de lancer ce live, de faire ce live lundi prochain, lundi 30, mais j'ai mal programmé mes tweets, du coup à 13h je me suis retrouvé, j'ai reçu des notifs sur Twitter me disant il y a des gens qui ont liké ton annonce de live pour ce soir. D'accord. Bon, bah écoute, bah dans ce cas, bah, on va faire un live ce soir. En vrai, ça m'arrange complètement. Mais du coup, dernier live de l'année et ça va être un live assez chill. Il y aura, on va revenir sur nos pronostics du tout début d'année. On avait pronostiqué les champions de Formule 3, de Formule 2. On avait pronostiqué qui monterait en Formule 1. On avait pronostiqué pas mal de choses qui arriveraient en cours de saison, ce genre de choses, le champion des équipes, etc. Avant de commencer dans le vif du sujet et de trancher dans le vif comme Bruno Famin, je vais remercier Jonah Off pour le follow, un autre F et Slipieux qui a follow il y a quelques heures seulement. Donc merci beaucoup à vous trois. Faut rattraper YouTube, hein, les gens, hein, puisque là, je vois, là, YouTube commence à prendre une petite dizaine d'abonnés d'avance sur Twitch. Va falloir s'y mettre, hein, parce que là, bientôt, je vais je vais devoir me renommer sur YouTube. Ça sera plus qu'une chaîne de rediffusion, ça sera, je sais pas, parce que la vidéo sur Isaac Adjar a bien fonctionné. Je me tâte à faire un peu plus de contenu sur YouTube, de genre des courtes vidéos vraiment qui dépassent pas 10 minutes quoi. Mais merci beaucoup à Emmanuel 100 pour le follow. Merci beaucoup à toi. Le fameux duel Art versus Prema en F2. Bah ouais, il y a un an c'était ça, hein. Il y a un an. Hmm. Écoute, ça a un peu mal vieilli, je pense. Alors, au début, donc, alors, je pense, on va commencer par les questions. On va commencer par les questions, puis ensuite, on va commencer à me critiquer moi, puisque bah, évidemment, on sait que c'était des saisons très difficiles à prévoir, autant F3 que F2. Même j'ai mis aussi la Freca, j'avais fait des pronos très vite fait, j'avais fait un top 10, mais j'avais pas spécialement ouvert mes pronos. Euh, mais peut-être que je le ferai l'an prochain, peut-être que je ferai des pronostics un peu plus vastes, parce que par exemple j'avais pas pronostiqué qui gagnerait la F4 France ou ce genre de choses. Euh, donc voilà, donc on va revenir sur les... Ouais, mon podium, Martins, Berman, Antonelli a bien mal vieilli aussi. Bah, la faute à ART et Préma, j'ai envie de dire. En partie. La faute à Mekachrome aussi, la faute à beaucoup de gens, mais quand même. Bon, écoutez, donc on avait la question pour la Formule 3, qui sera champion F3 FIA dernière année de la réglementation, on rappelle que voilà, l'an prochain, c'est la F3 qui va être impossible à pronostiquer avec les nouvelles voitures. J'avais pas mis tous les pilotes puisque je me doutais que voilà, il y a des pilotes style je sais pas, Piotr Wisnicki qui serait pas capable de gagner. Je ne me suis pas trompé. Le champion était quand même bien dans ces options-là. Bonsoir à ceux qui rejoignent dans le chat, vous n'avez pas loupé grand chose, on vient de commencer, hein. Vous en faites pas. Qui sera champion équipe? J'avais pas mis toutes les équipes, là non plus, mais voilà, au moins, ça faisait partie, enfin les champions faisaient partie des options que je proposais. Qui sera la révélation de l'année? Alors là, ça va forcément être un petit peu subjectif, parce qu'il n'y a pas de classement rookie, ou en tout cas, voilà, qui a été vraiment le rookie le plus marquant. Que fera Sami Mektounich pour sa saison rookie chez Trident? On a fait un petit point sur chaque Français à la fois en F3 et en F2. Qui sera le premier pilote remplacé en cours de saison? Ça, c'était une question un peu ouverte. Et la F3 a été assez surprenante là-dessus par ailleurs. Un Français arrivera-t-il en cours de saison en F3? J'avais posé cette question puisqu'on le rappelle, il y avait quand même pas mal de Français qui étaient dans les starting blocks en Freca. Je pense notamment à Alessandro Giusti, Evan Gilter, Théophile Nael, Enzo Dellini ou bien d'autres encore. Et enfin, question ouverte, votre top 5 de F3 2024. On avait à peu près pareil pour la Formule 2 avec avec plus de choix, puisque c'est vrai que nouvelle réglementation, on pouvait s'attendre à des surprises, hein. Quand même, j'avais pas mis de gens style Amaury Cordil, puisque faut pas abuser. Par ailleurs, pour le titre équipe, je n'avais même pas inclus Hightech, qui a, je crois, fait troisième du championnat, ou quelque chose, troisième ou quatrième du championnat, parce que, bah, pour la simple et bonne raison qu'il y a Amaury Cordil. Peut-être s'ils avaient eu un vrai coéquipier,
bah voilà, ça aurait peut-être qu'Hightech aurait été champion. Si Morano arrivait en cours de saison, tu aurais approuvé. Bah approuvé, c'est-à-dire dans quel sens? Il a la licence française, donc du coup la bonne réponse aurait été oui. Mais bon, voilà, genre sportivement, je sais pas si c'est un move que j'aurais spécialement salué. Hightech d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, il y a eu une petite info sur Hightech qui on rappelle est très impliqué dans l'équipe alpine désormais. Hightech qui a signé une sorte de partenariat avec Toyota. Voilà, j'ai pas tout compris. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais Hightech a signé un programme, a signé avec Toyota pour former les jeunes pilotes de Toyota. Ce qui veut dire notamment que par exemple Ritomo Miyata, qui a signé chez Hard Grand Prix pour la saison prochaine, après avoir fait une saison chez Rodin, Ritomo Miyata va avoir un soutien de Hightech. Ça veut dire quoi un soutien de Hightech? Genre Hightech va lui passer les moteurs d'Hightech? je, je comprends pas. Je comprends vraiment pas le délire. Alors dans une perspective long terme, je peux comprendre genre je peux comprendre Toyota va sûrement essayer de placer ces jeunes pilotes japonais, les placer en Europe en F4 britannique chez Hightech par exemple, comme Honda le fait actuellement avec la Formule 4 française. Ok, pourquoi pas, mais Attends, j'avais vu une rumeur, comme quoi, si Hightech remplaçait Alpine, Toyota remplacerait Hightech. Comment ça, Feeder Series? Mais je sais pas ce que ça vaut. Je comprends pas le N Feeder Series. Le nombre de pilotes japonais annoncés aujourd'hui, ouais, ils les ont tous annoncés à Noël. Gros délire, Toyota, ils se sont dit, 25 décembre, Noël, c'est le moment de faire péter les cadeaux. En vrai, il y a eu pas mal d'annonces. Bon, on part en grosse digression, mais c'est un live assez chill. Hein. C'est un live assez chill puisque bah globalement, c'est pas un live très très sérieux, on va dire. Ouais, il y a eu pas mal d'annonces pour les pilotes français à Noël. Alors des pilotes semi-français pour certains. Je pense notamment à Sacha Fenestraz qui va revenir en Super Formula après 2 années assez compliquées en Formule E, de ce que j'ai compris, surtout la dernière. Donc Sacha Fenestraz, vice-champion de Super Formula, qui va revenir chez Toyota en Super Formula. Il avait fait vice-champion en 2022. Il y a aussi un autre semi-français, enfin semi-français, ouais, quart de français, bon, Oliver Rasmussen, un pilote danois mais qui est né en France, qui va faire ses débuts en Super Formula après avoir été en WEC l'an passé. Et on a surtout Esteban Masson, pilote français, né à Montréal par ailleurs, pour ceux qui ne savent pas l'anecdote, mais c'est un pilote franco-canadien sous licence française, Esteban Masson, qui rejoint le giron Toyota en tant que jeune pilote Toyota officiel, quoi, et qui roulera en Super Formula Lights, qui aura un double programme LMP2 en Europe, en European Le Mans Series, et, comment dire, au Japon en monoplace, en Super Formula Lights, donc ça va être très très intéressant à suivre, j'espère vraiment qu'il va pouvoir rebondir. Et puis ouais, je sais pas si les jeunes pilotes Toyota, en soi, enfin, est-ce que ça peut vouloir dire que Hightech, enfin que Toyota le placera un jour en F1, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, Toyota continue de placer ses pions sur l'échiquier de la monoplace européenne. On l'a déjà vu avec Ryo Hirakawa qui a fait des tests avec McLaren puis avec Haas. On l'a vu avec ce partenariat technique avec Haas. On l'a vu avec Ritomo Miyata qui a fait ses débuts en F2 cette année. Et puis là, voilà, il y a une sorte de partenariat avec Hightech pour les jeunes pilotes. Mais je comprends pas. Mais du coup, Toyota remplacerait Hightech en feeder series? Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Toyota, le but d'un constructeur, c'est pas d'être une équipe de F2, de F3 qui ne construit pas les monoplaces. Euh, mais donc, c'est très surprenant. C'est très surprenant et je sais pas comment concrètement ça va s'articuler au niveau F1, parce que, ouais, voilà, ça fait Alpine, As, Hightech, Toyota. Ouais, il y a un souci quelque part, quoi. Enfin. Toyota ne veut pas s'engager en F1, ouais, ouais, ça se voit depuis 2-3 ans, ils y vont pas à pas, hein, ils y vont petit à petit, certes, mais Toyota, ils font tout pour préparer minutieusement et arriver en F1 de façon sérieuse. Voilà, enfin, je serais vraiment pas étonné qu'à l'horizon, je sais pas, 2030,
ils aient une équipe en F1. Maintenant, je sais pas, ça me paraissait assez clair que ça allait se rapprocher de Haas. Mais voilà, il y a ce truc Alpine high-tech chelou. Je sais pas trop quoi en penser. Il a intérêt à écraser la SFL parce que le niveau, voilà quoi. Je suis d'accord que normalement, moi j'attends d'Esteban Masson qui gagne le championnat. Après, il y a Toyota qui cote certains jeunes pilotes, style Rikuto Kobayashi, qui redoublera, qui aura de l'expérience, qui connaîtra les circuits, etc. Voilà, mais enfin oui, moi j'attends vraiment d'Esteban qui gagne le championnat, et il en est capable, il a gagné l'Eurocup 3. Nakamura, lui, Jin Nakamura, lui, va faire le chemin inverse, il va partir en Freca chez Race où il sera notamment le coéquipier d'Enzo Dellini. On revient, fermeture de cette longue parenthèse sur Toyota. Donc, on avait pronostiqué voilà, les différents champions équipes. Qui sera la révélation de l'année entre les différents rookies? J'avais proposé plusieurs options. Que fera, avec évidemment voilà, un focus sur les différents Français, que fera Martins pour sa saison de redoublant avec différentes options? Que fera Adjar pour sa saison de redoublant? Et les questions fatidiques, Victor Martins allait-il être en F1 en 2025? Isaac Adjar allait-il être en F1 en 2025? Petit sourire. Oli Berman sera-t-il en F1? Andrea Kimi Antonelli sera-t-il en F1? Et à ce moment-là, bah, c'était tout. On voyait pas trop d'autres pilotes. Donc, est-ce qu'un autre pilote, en dehors de Martins, Adjar, Berman, Antonelli, montera-t-il en F1? Voilà, oui ou non. Et enfin, le top 5 de la F2. Et ouais, purée, il y a des questions, ouais, enfin, ouais, voilà, bah, ça a mal vieilli pour certains trucs. Kato avec Aston Martin versus Masson avec As pour le World Championship 2030. Let's go. Let's go. Bon, on verra. Déjà, si Honda arrive à imposer un pilote un pilote à Aston Martin, ça sera déjà bien. Enfin, de toute façon, on aura la réponse en 2026. Hein. Si Tsunoda n'a pas de volant chez Aston Martin en 2026, l'académie Honda, elle est morte. Hein. Enfin, ou en tout cas, elle est morte dans un projet F1. Mais honnêtement, j'ose espérer, encore une nouvelle petite digression, mais j'ose espérer que Tsunoda passera chez Aston Martin en 2026 avec Honda et que du coup Lance Stroll portera les couleurs d'Aston Martin, de la marque de Papounet, voilà, en endurance avec Genesis, peut-être. Voilà, je peux pas, je sais pas. Je sais pas, je trouverais ça dingue. Visiblement, Honda, ils tiennent vraiment beaucoup à leurs pilotes. On a vu le forcing énorme qu'ils ont fait à Red Bull pour, ne serait-ce que pour avoir une seule journée de test. Voilà, je pense que Honda, quand même, ils vont mettre leurs conditions à Aston Martin. Et de toute façon, Aston Martin, ils ne vont pas virer Alonso. Alonso, lui, il se barrera quand il voudra. Et je pense qu'il voudra au moins attendre la réglementation 2026. Écoutez, alors avant de commencer, non, si on commence, allez, pronostic de la F3, je commence par mes pronostics, j'étais la 78e personne à répondre à mon formulaire, avec le champion suivant, Gabriel Emini. En vrai, j'étais pas si loin, à une pression de pneu près, à un virage près, Gabriel Emini était champion. Voilà, à quoi ça tient. Ouais, et une pression de pneu, puisqu'il s'est quand même fait disqualifier au final de la course de Monza. J'étais pas loin, il fait vice-champion. Voilà, ça aurait pu être pire, j'aurais pu pronostiquer bien pire. Donc j'ai faux, mais ça passe. Qui sera champion équipe? J'avoue que je me suis pas trop mouillé pour celle-là. J'avais pronostiqué Prema. C'était bien le cas. Prema a dominé le championnat. Avec Mini Beganovic, Lindblad, c'était assez attendu quand même qu'il prenne le titre. Donc ça, c'est bon. Qui sera la révélation de l'année? Le rookie le plus marquant, Tramnitz. Aïe. Aïe. Bon, alors en soi, pour Tramnitz, ça n'a pas été si... j'ai pas répondu à ça, j'avais pas encore découvert ta chaîne. Et bah écoute, l'année prochaine, tu pourras pronostiquer. S'il avait été juste disqualifié, l'ambiance aurait été drôle. Ouais, pour Mini, ouais. Oh, franchement, ça aurait fait parler. Hein. Ça aurait fait parler. J'ai mis Stuka. Aïe.
Et bah force à toi, hein. Force à toi Max P67, puisque là du coup Stuka ça a été. J'ai pas mis de question, j'ai pas voulu lui faire de questions trop négatives du genre qui sera le gigaflop de l'année, mais purée Stuka c'est le gigaflop de l'année. Bon, j'avais mis Tramnitz. Ouais, de toute façon il n'y a pas trop de doute sur qui a été le rookie le plus marquant. Je pense que c'est Arvid Lindblad qui emporte les suffrages. Certes il est chez Prema, mais voilà il a été vraiment ultra impressionnant. C'est même pour moi le pilote le plus impressionnant, rookie par rookie, hein. J'ai vu des rumeurs comme quoi Alpine Sauber Haas avait approché Tsunoda, mais Red Bull a décliné et bloqué les négociations pour qu'ensuite il signe juste une année. J'avoue ne pas comprendre pourquoi ne pas l'avoir lâché, car il ne pilotera pas après 2025. Bah Louis, pour répondre à ta question, pour moi elle tient dans la réponse Isaac Hadjar. Car c'est très utile pour Red Bull et Vcarb d'avoir une référence comme Yuki Tsunoda à côté d'Isaac Hadjar. Ça te permet vraiment de jauger quel est le vrai niveau d'Isaac Hadjar, et est-ce que potentiellement Isaac Hadjar sera prêt pour une montée chez Red Bull. Bah, à côté, tu as une vraie référence, tu as un gars qui est là depuis 4 saisons. C'est comme quand Red Bull avait gardé Gasly pendant des années, bah, c'était plus pour avoir un leader et pouvoir jauger le jeune pilote à côté. Pour moi, je le vois un peu comme ça. Et ensuite, bah, ils en auront plus besoin, et puis voilà, ils vont le tège. Ouais, ou Verne face à Kvyat. Ouais, sauf que Verne, il avait largement battu Kvyat pour moi. Mais bon, bref. Euh... Ouais, Alpine Sauber As, mais oui, mais de toute façon, en plus, c'était déjà sorti, hein. Enfin, il y avait déjà. C'était déjà sorti, il y avait Roger Benoît, journaliste suisse pour Blick, qui avait parlé que Sauber était vraiment intéressé par Tsunoda, mais bon, ça c'est pas fait du coup. Bon, Tramnitz, du coup, c'est pas un flop non plus, mais Tramnitz, voilà, disons qu'il a fait 9, on peut vraiment pas dire que ça a été la révélation rookie, quoi. Il fait 3e meilleur rookie, et au-delà de ce classement qui dépend de beaucoup de choses, notamment les équipes, et c'est vrai que par exemple, Lindblad était chez Prema, Mektounif chez Trident, Tramnitz, il y a eu trop de haut, trop de bas, voilà, que 4 podiums, bon, voilà. Pourtant, ça commençait super bien. Il y avait vraiment son premier week-end où on se disait, purée, ça va être exceptionnel, et au final, ça n'a pas trop suivi. Que fera Mektounif pour sa saison rookie chez Trident? Et sur ça, c'est une victoire. On peut voir les graphes des réponses du doc, ça vient juste après. Ça vient juste après. Top 10 au championnat, une victoire, des podiums. Alors, c'est 2 victoires au final. Mais voilà, on y est, top 10 au championnat. Il est 8ème. Mais ça vient juste après. Juste après, je mets les réponses de tout le monde. Qui sera le premier pilote remplacé en cours de saison? J'avais mis Piotr Wisnicki. Un Français arrivera-t-il en cours de saison en F3? J'étais optimiste, j'avais mis oui carrément. Et mon top 5, Mini, Browning, Tramnitz, Beganovic, Fornaroli. Donc j'avais le champion final en 5ème position. Ouais, Tramnitz, je l'avais. Ouais, j'étais dans le gros hype train. Ouais, j'étais FC Tramnitz, hein. Bon, au final, ça a été compliqué, mais vous verrez que vous aussi, vous avez été complètement flopesque. Alors déjà, je ne vois pas Fornaroli. Qui sera champion F3? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la bonne réponse? J'ai pas l'impression, puisque vous avez été 60, donc vous avez été 69% à voter pour Gabriel Emini comme moi, donc ça me rassure beaucoup. Et vous avez été 21% à voter pour Dino Beganovic. Et donc, le reste, alors il y a 3% pour Browning, 2% pour Stensorn, tiens purée, wow, Stensorn il a passé cette saison comme un fantôme, 1% pour Tsolov, 1% pour Stuka, 1% pour Tramnitz, 1% pour Mektounif, waouh, ah, il y avait quelqu'un d'optimiste, mais du coup, personne n'avait Fornaroli champion de F3, ah ouais, ah bon Stensorn roulait, ouais bon, bah ouais, et 2 d'entre vous l'ont prédit champion. Alors qu'au final, oui, du coup, Stenson, ça fait 18ème. Purée. On se demande pourquoi McLaren l'attège, hein. Bon. Gros flop, du coup, il n'y a aucune bonne réponse. Alors, c'est vrai que Fornaroli, d'ailleurs, aucune victoire au final pour Fornaroli, c'est le gars toujours régulier, c'est le gars qui est toujours là, qui fait pas parler de lui. Et au final, bah, ça fait champion à la fin, quoi. C'est comme la Freca. En Freca, il a fait champion rookie, il a fait aucun podium, aucune victoire rookie. Et à la fin, à la dernière course, on s'est retrouvé avec lui sur le podium avec son titre de champion rookie.
aucun sens. Mais donc bon, félicitations à lui. Mais voilà, pour moi c'est vraiment pas du tout pareil que Bortoleto l'an passé. Voilà, il manque de victoire. Mais bon, bah voilà, il est champion. On est 100% à avoir UFO. Voilà. Après, est-ce que Stenson a sous-performé cette année ou a surperformé en Freca? C'est toujours difficile à dire. C'est pour ça que moi, j'aime bien prendre avec un peu plus de recul. Je sais qu'en F4 déjà, il avait beaucoup impressionné. Il avait explosé ses coéquipiers chez Van Amersfoort Racing. Il avait marqué 80 points, 80% des points de son équipe, alors que les équipes ont 4 pilotes. Ça a été donc ça sortait pas de nulle part sa deuxième place en Freca. Maintenant, peut-être que voilà, peut-être que les performances ont été un petit peu embellies, mais là pour l'instant, il y a une saison de F4 très bien, il y a une saison de Freca excellente et une saison de F3 très bof. Pour l'instant, voilà, il y a 2 saisons positive, une saison négative. Je vais attendre 2025 avant de me faire mon avis. Et je pense, je pense que ça va quand même progresser. Son talent n'a pas disparu nulle part, mais bon, voilà, on verra ce que ça va faire. Ça va pas être évident non plus de redoubler avec des nouvelles voitures. Qui sera champion équipe? Là, on a quasiment tous bons avec 92% pour Prema. C'est un score de dictateur nord-coréen. C'est franchement pas mal. Vous étiez quand même pas mal à croire. Et vous auriez pu avoir raison. Non, mais c'est vrai qu'en début de saison, ça s'entendait de mettre MP. Avec Tramnitz, Stuka, Dunn, c'était 3 pilotes rookies, certes, mais un pilote Red Bull, Tramnitz, qui était 3ème de Freca, Stuka, qui était un pilote McLaren, qui était, un pilote Red Bull, qui était champion de F4 italienne, et Alex Dunn, qui était vice-champion de GB3 et jeune pilote McLaren. En vrai, MP, ça pouvait se tenir. Au final, MP a fait 6ème. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça a été un giga flop. Hein. Ah déjà, Stuka 0 points, malheureusement, ça a un peu plombé tout le monde. Et Dunn, qui était un peu trop terroriste sur les bords, 14ème. Et Tramnitz 9, ouais, ça a été beaucoup trop léger. Il y a quand même une personne qui a pensé à Hightech, mais au final, Luke Browning était vraiment complètement tout seul. Donc Hightech, ça fait 5ème. Et personne n'avait confiance en Trident, ART ou Campos, alors qu'ils ont fait mieux que Hightech ou MP. Voilà, pour les petites stats. Pour ceux qui ont voté MP, on leur veut pas, ils ont été trahis. Ouais, non, clairement. Bah, au final, ouais, il y a que... Ouais. Dunn, franchement, je comprends pas comment après sa saison, il peut recevoir un soutien accru de McLaren. Hein, puisque... Je reste complètement dans le train Alex Dunn, hein, je reste dans le train de la hype, mais... Enfin, pour moi, cette saison, il y a eu plus de négatifs que de positifs. J'en attendais bien mieux de lui. Enfin, j'attendais qu'il batte Tramnitz, j'attendais... Enfin... Voilà, je comprends pas pourquoi le faire passer en F2, Bref. Qui sera la révélation de l'année? Ah, ça c'est intéressant parce que c'est extrêmement équilibré. Alors, Alex Dunn était arrivé en tête des sondages, en tête des élections, avec 37% des voix pour la révélation de l'année. Bah alors, aux yeux de McLaren, oui. Mais en dehors des yeux de McLaren, non, clairement pas. Le gars fait 14ème, il y a des actions franchement répréhensibles de sa part. Il a été parfois sale en piste. J'adore le pilote, mais bon, on peut pas dire que ça a été la révélation de l'année. Vous avez été 23% à voter pour Stenson. Purée, il y a vraiment des rookies qu'on flop de fou malade. 18% pour Tramnitz. Pas dégueu, franchement, pas dégueu. 9% pour Lindblad, et bon, bah c'est vous qui avez eu raison. Les 9% pour Lindblad, oui, vous avez eu raison, vous avez eu la vision, alors que le gars, il sortait d'une saison de F4 italienne qui avait très bien commencé, pied au plancher, puis il s'est complètement écroulé en deuxième moitié d'année, et voilà, il commençait un peu la saison avec très peu de hype, et au final, bah voilà, directement il a gagné la première course. D'ailleurs, comme un Isaac Hadjar, je pense. Comme Isaac Hadjar, lors de sa saison de F3, il gagne la première course. C'est certes une course sprint,
mais quand même, il y a eu un super podium à Melbourne où il fait une énorme remontée, il fait des super dépassements vraiment, enfin c'est des dépassements vraiment incisifs, pile comme Red Bull aime. Victoire en course principale à Barcelone. Bon, il a évidemment la réussite de son côté pour faire le doublé à Silverstone, et après ça, c'est un peu le trou noir, malheureusement. Un peu comme Isaac, un peu comme Isaac, malheureusement, la fin de saison de F3 qui a été plus compliquée, mais voilà, pour moi, c'est vraiment bon, le rookie de l'année. Je pense qu'il y a vraiment, franchement, pas trop de doute là-dessus. Et pour moi, le pilote de l'année, c'est Arvin Youngbad. Good afternoon, good evening here from, from France. J'ai dû mettre Samy, la voiture de Bortoleto m'a trompé. Bah ouais, en vrai, Merry Christmas to all in France, Merry Christmas to everybody in the world, in USA and in Florida. Ouais, pour Samy Mektounif, c'est vrai qu'il avait la voiture numéro 5, la Trident de Bortoleto. Et c'est vrai que bah on en attendait peut-être un peu plus. Mais en fait, voilà, au final, bah voilà, tiens, excellente transition. Merci pour la passe D, Thiago. Voilà, ça a fait toujours les montagnes russes. Samy Mektounif, c'est ça, pour ceux qui le suivent depuis la F4, surtout depuis l'Africa. Samy, c'est toujours les montagnes russes. On sait qu'il a un potentiel pour faire vraiment de très très grandes choses, mais on n'a que ça 2-3 week-ends dans l'année, et encore en Freca c'était souvent un week-end dans l'année. Alors on avait quand même, ouais, il y avait un gars qui avait dit champion car Samy c'est un craquito, une grande majorité qui avait, enfin une majorité relative qui avait mis top 10 au championnat, une victoire, des podiums. Écoutez, on était dans le vrai. Top 10 au championnat sans victoire, non. Top 15, un podium, non. Qui a dit hors du top 15 finito le petit Samy? C'est qui là? Je suis sûr il y avait Telspin. Je suis sûr il y avait Telspin dedans. Non, bon, écoutez. Ça reste une bonne saison. Voilà, on rappelle, c'est l'un des très rares, l'un des deux seuls pilotes à avoir 2 victoires en course principale, une à Imola, une à Monza, avec Arvin Youngbad. Voilà. Maintenant, voilà, je le vois pas dans une perspective F1. Faire 8ème de F3 avec Trident. Enfin, en fait, je peux le classer un petit peu, bah, par exemple, comme un Leonardo Fornaroli, puisque par exemple, Fornaroli, c'était sa 2e année de F3 chez Trident. Et qu'est-ce qu'il avait fait la première année? Sa première année de F3, à Fornaroli, il avait fait 11ème. Donc, que Samy fasse 8ème sur sa première année, c'est franchement pas infamant. Surtout que lui, il a eu des victoires, contrairement à son coéquipier. C'est d'ailleurs le seul pilote Trident à avoir eu des victoires. L'air de rien, un petit flex. I voted Lindblad in your poll, so you were damn right. At least for the rookie title, not for the overall title, but really good prediction. Donc bon, pour Samy, ça reste une bonne saison. Ça reste une bonne saison, mais purée, on sent qu'il y a le potentiel pour mieux. On verra voilà, ce que ça va donner en F2. Ça sera plus compliqué à prédire. Qui sera le premier pilote remplacé en cours de saison? C'était une question ouverte. Et on avait... C'est qui là? Visnicki. Et Visnicki qui revenait souvent. Le GOAT Visnicki. Qui écrit quoi? Comme l'an dernier. Et ben non, Piotr Visnicki. Et il y avait Esterson aussi. Piotr Visnicki, beaucoup de Visnicki. Mais le Piotr Visnicki, vous verrez, il a bien fait toute la saison. Et en fait, grosse surprise. Il était déjà chez Trident Fornaroli en rookie. Ouais, il était déjà là. Il était déjà là. C'était le coéquipier l'un des coéquipiers de Bortoleto. Tous les pilotes, en fait, enfin les 30 pilotes ont fait toute la saison. C'est extrêmement surprenant, puisque par exemple, attendez, on va comparer avec la F3 de l'an passé. Normalement, la F3, ça change tout le temps. Et... Enfin voilà, Piotr Visnicki, il avait été remplacé. Il y avait du Mackenzie Cresswell, du Michael Sheen, du Max Esterson qui avait fait déjà 2 manches. Il y avait Francesco Simonazzi, il y avait Josh Dufek qui avait fait la dernière manche. Bref, normalement, il y a des changements. Là, c'était pas du tout le cas. On n'a que eu des changements pour un seul week-end. Donc, théoriquement, alors, certes, c'est Mathias Sagazeda qui a perdu sa place en premier pour appendicite, ce qui va probablement lui garantir un siège chez Williams vu qu'il a eu une appendicite.
comme le duo de pilotes titulaires pour 2025. Mais sinon, en fait, tous les pilotes ont gardé leur baquet pour la saison. Il y a eu quelques suspensions. Je pense notamment voilà, à Stenson qui avait reçu une manche de suspension, de Soloff, une manche de suspension aussi parce qu'ils avaient fait des tests illégaux, en tout cas des tests pas déclarés sur les circuits de Silverstone et de Spa-Francorchamps. Donc ils avaient été remplacés par Wharton et par Tapponen. Euh, voilà, le seul vrai changement qu'il y a eu, c'est Oliver Goethe qui n'a pas fait la dernière manche car il montait en F2. Le plateau F3 montre 2022. Attends, pourquoi 2022? Ah ouais, mais... ah ouais, oui, d'accord. Ah oui, bah voilà. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ah bah merci. Merci du conseil. Merci du conseil, FCB Noah 7. Il y avait 40 pilotes, avec notamment Zdenek Chovanec, Famularo, Mansell, tiens déjà, Philippe Ougran, Ayrton Simons, Lirim Zendeli, tiens, il était encore là, Nico Kari, David Schumacher. Enfin, il y avait tellement de pilotes random qui ont fait que un ou deux week-ends. Waouh, sacré délire. Hein. Et un pilote qui fait top 10 qui a pas fait toute la saison non plus. Waouh. C'est vrai que c'était... Ouais, on savait s'amuser. Alors que là, franchement, ça a été la stabilité. Vraiment, franchement impressionnant. Le plateau F3 2025 est complet ou encore des baquets disponibles? Bah écoute, on va profiter de ta petite digression. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, puisque bah... Voilà, de toute façon... J'ai pas encore mis... J'attends le 1er janvier pour mettre toutes les saisons 2025 de Wikipédia en favori. Alors, on a quasiment tous les baquets de prix. Prema, Trident, ART, Campos, Hightech, ça c'est bon. MP, ça c'est bon, vu que Alessandro Giusti a été récemment annoncé. Chez Rodin, c'est bon. Chez Dams, c'est pas encore annoncé, mais Christian Ho sera annoncé. Bah voilà, bah ça répond à ta question, Natoon 28. C'est en très bonne voie, en fait. Je t'explique, hein. On attend le résultat de l'appel pour la bataille au titre en Eurocup 3, car on rappelle, l'Eurocup 3, on est le 26 décembre 2024, l'Eurocup 3 n'a toujours pas sacré son champion de 2024, c'est toujours entre Javier Sagrera et Christian Ho. De ce que j'ai compris, Christian Ho serait champion. On rappelle la petite histoire, hein, mais c'est très long à expliquer, mais voilà. MP est suspecté d'avoir volontairement fait disqualifier la voiture d'Owen Tankavelu pour permettre à Javier Sagrera, pilote MP, de gagner une position et donc de gagner le titre mathématiquement. Voilà, l'affaire a un peu éclaté, Campos a fait appel, blablabla, machin. Donc a priori, de ce que j'ai compris, Campos a gagné l'appel, mais MP a donc fait appel. Donc c'est pour ça que ça n'a toujours pas été annoncé. Donc et voilà, Dams attend l'annonce officielle de l'Eurocup 3 pour pouvoir annoncer Christian Ho. Mais voilà, donc histoire un peu compliquée, mais Christian Ho sera bien en Formule 3 l'an prochain. Ça n'a juste pas encore été annoncé officiellement. Et normalement, il devrait l'être en qualité de champion d'Eurocup 3. Mais il y a encore des appels. Voilà. Ne critiquez plus la F4 France. Hein. Franchement, l'Eurocup 3, c'est un level encore au-dessus. Hein. Les 5 baquets sont sûrs, ou il y en a encore, c'est pas sûr du pilote. Bah alors, non. Chez Van Amersfoort, il y aura très probablement Ivan Dominguez, pilote de Freca, qui a fait, je crois, 9e ou 10e, je crois 10e de Freca. Parce que 9e justement c'était au fil Naël. Donc on devrait avoir Ivan Dominguez. À ses côtés, je ne sais pas du tout qui sera le 3e pilote. J'essaie d'ailleurs de parler un peu à Naël. Il ne sait pas du tout qui sera le 3e pilote. Qui pour remplacer Bennett, puisque c'est John Bennett qui avait fait les essais, qui avait fait tous les essais d'après-saison de F3, sauf que finalement John Bennett, il monte directement en F2. Donc, bah on sait pas. On ne sait pas, puisque par exemple, Carrasquedo, je l'avais plutôt entendu chez X Racing. Je sais pas, il doit y avoir un baquet qui manque aussi chez X. J'avais entendu Nils Cullen un moment, mais je crois que c'est plus le cas. Ouais, alors,
évidemment, tous les gens du Discord de Feeder Series espèrent Timek Kucharczyk, qui est un pilote polonais, qui est très bon par ailleurs. Nikhil Bora, peut-être. Peut-être, c'est possible. Il n'a pas testé, mais c'est possible. Moi, j'attends Preston Lambert. C'est vrai que Preston Lambert, alors je sais qu'il y a des discussions, mais bon. Ouais, voilà, Coulon, il fera de la NES. Oui, c'est pour ça. Enfin, c'était le favori à un moment, mais finalement, il roulera pas en Europe. Et Santiago Ramos, bah ouais, c'est possible pour aller chez VAR, mais le truc, c'est que Santiago Ramos, nous, en tout cas à Feeder Series, on avait compris que Santiago Ramos, il allait chez Van Amersfoort en F2. Donc, ouais, peut-être qu'il va se rabattre sur de la F3 avec Van Amersfoort, mais ça fait un peu. Enfin, passer de trident à Van Amersfoort, enfin bon, pas impossible en tout cas. Mais je suis d'accord avec Natoon 28, les derniers baquets vont se jouer entre Carrasquedo, ou Kucharczyk, je sais pas, je l'espère, mais je sais pas. Bora, ouais, Nikhil Bora, dont on n'entend pas trop parler. Et du coup, Santiago Ramos. Et voilà, Cristiano qui sera annoncé chez Dams. On est parti loin à cause de ma question. Ouais, non, mais t'inquiète, hein, t'inquiète, on est là pour faire des digressions. C'est le dernier live de l'année. Donc, au fait, d'ailleurs, oui, si vous voulez, on fera une FAQ en fin de live. Il n'y a pas de souci. Hein, moi, je suis là. J'ai toute la soirée. Là, j'ai toute la soirée. Je suis pas du tout pressé par le temps. Madame n'est pas à la maison ce soir. Donc, ne vous en faites pas. J'ai tout mon temps. D'ailleurs, on fera la même, on verra un peu qui reste en F2. Écoutez, on va revenir déjà à notre petit graphique. Donc voilà, au final, pas de pilote vraiment remplacé en cours de saison en fait. Hein. Pas de pilote remplacé en cours de saison, c'est assez rare pour être souligné. Un Français arrivera-t-il en cours de saison? Bon, bah écoutez, vous avez été terre à terre. Mon frérot Captajoie à 78%. Malheureusement, vous aviez raison. Il n'y a pas eu de surprise de dernière minute. Même si, quand Tuka Taponen fait sa pige chez ART, moi je me souviens qu'on m'avait dit que Adrien David, l'éternel, l'inénarrable Adrien David, était candidat pour remplacer Nicolas Tsoloff lors de la pige, pour sa suspension à Spa-Francorchamps. Au final, ça s'est pas fait. C'est pour Tuka Taponen qui est au final un futur pilote ART en F3 en 2025. Donc voilà, c'est pas de soucis, c'est normal. Voilà. Mais je pense qu'on n'est peut-être pas passé si loin que ça. Votre top 5 de la F3, alors je vais pas tous les lire. Candidat pour les législatives. C'est quoi les prochaines élections? Ouais, c'est peut-être législative ou régionale, je sais pas. Ouais, de toute façon, la législative, de toute façon, il dissout tous les 6 mois. Beganovic, Mini, donc il y avait beaucoup évidemment de Beganovic, de Mini. Je vais quand même essayer de voir dans le top 5, est-ce qu'il y avait des noms surprenants? Tiens, Goethe, on n'a pas encore parlé du live, Goethe, mais bah ouais, il a fait 7ème, toujours pas enthousiasmant. T'enlèves le week-end d'Imola où il a été vraiment, vraiment très très bon. Goethe, il m'enthousiasme pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur lui, il m'enthousiasme pas. Il y a un gars, waouh, c'est qui a complètement cracouze et mis Sophia Flörsch 4ème? Waouh. Ah, c'est dommage, j'aurais dû demander les adresses mail à chacun. Mais alors ça, Sophia Flörsch dans le top 5, fallait avoir la vision. Fornaroli revient souvent dans le top 5. Bah ouais, parce que c'est le gars régulier, donc en vrai, on l'avait d'ailleurs, moi aussi je l'avais, Fornaroli, je l'avais 5ème. Voilà, on l'avait. Dunn, Mektounif, ouais, peut-être un peu trop optimiste. De Tsoloff, ouais. Alors, il y a un Tsoloff de 2ème et 5ème, pas mal. Mais non, au final, Tsoloff, ça a encore été une saison compliquée, même s'il y a eu du mieux sur le milieu. Mini Beganovic, Tsoloff dans le top 5 sûr. Bah, Beganovic fait 6, Tsoloff 5. Ouais, en vrai, Beganovic, pas dans le top 5. Ouais, c'est ça, hein. Beganovic n'est pas dans le top 5. Donc ça, c'est déjà une énorme surprise, hein. Lindblad, tu lui enlèves Silverstone, il n'y a pas grand chose aussi. Non. Je suis pas d'accord. Bon, alors évidemment, ça. Alors, puisque, enfin, je sais pas, genre par exemple, si tu dis Gabriel Mini, on enlève Monaco, bah c'est plus du tout la même saison, puisque Monaco c'était son week-end. À la rigueur, t'enlèves la course principale, puisque c'est vrai que c'était une course un peu chanceuse, fallait avoir la bonne stratégie, mais quand même, il était sur la même stratégie que Mini et Callum Voisin, il fallait quand même l'arracher la victoire. Alors, d'ailleurs, ça me rappelle, c'est Callum Voisin qui avait franchi la ligne d'arrivée en tête et qui avait une pénalité un peu discutable. Mais
il avait quand même la bonne stratégie, il était là au bon moment, il était devant Gabriel et Mini. Voilà, au final, il y a quand même pas mal de victoires, etc. Prema is losing its team, Red Bull doesn't trust them. C'est pas faux, yeah. I don't know, it will be interesting to see what Prema does in 2025 with McLaren that is putting a lot of their drivers in Prema. There will be a new car, new regulations. It will be interesting to see how they will cope with the new regulations, because in F2 it was a bit catastrophic this year, but in F4 it was great before. In 2022, voilà. Comme Max, tu lui enlèves les 8 premiers Grands Prix, il est pas champion. Oui, bah écoute, t'enlèves les résultats des 9 premiers pilotes, Pierre Gasly il est champion cette année. Qu'est-ce que... On peut continuer longtemps comme ça. Hein. Donc écoutez, voilà, donc Beganovic, Solov, aïe aïe aïe, coup dur. Maini, alors non, c'était Mini, mais du coup, Beganovic, Solov, vous avez été beaucoup, mais gros flop. Hein. Dunn, Fornaroli, Goethe, non, du coup. Je les connais pas assez, c'est honnête. Pastao, Fornaroli. Ramos, ah tiens, purée, moi, avant cette saison, moi, je croyais vraiment Santiago Ramos. Hein. Je voyais bien le gars un peu sous-coté et tout. Je voyais bien le gars se révéler et tout. J'avais vraiment bien aimé son année de Freca. Bon, au final, ça a vraiment pas marché. Stuka, bon, hein. Aïe aïe aïe. Boya, oh purée, je l'avais oublié ce gars. Il a fait quoi? Je crois qu'il va faire une 3e année de F3 l'an prochain. Il a fait 15e. Bon, il est toujours dans ces eaux-là, de toute façon. Jamais mauvais, hein, mais bon, voilà. Mansell, oh, attends, Mini, Bekanovic. Avoir Mansell en 5e position, je crois que t'es peut-être le premier à avoir mis Mansell dans le top 5. Il a vraiment fait une très très bonne saison. Christian Mansell. Hein. Pas de victoire, certes, mais vraiment le leader incontesté d'ART. Je viens à vous lâcher sur les surnoms. Bon, écoutez, donc bon, au final, voilà, Mini, pas champion. Beganovic, Solov, pas dans le top 5. Donc voilà, à partir de là, ça commençait à devenir compliqué. Ça commençait à devenir compliqué. Est-ce qu'on s'arrête là pour la F3? Je pense qu'on va s'arrêter là pour la... Boya, c'est Caio Colette. Ouais, alors à la rigueur... Ouais, en vrai, c'est ça. Ouais, ça... Je suis déçu de Mini. Bah ouais, moi aussi. Hein. Puisque même à la rigueur, le titre ou pas et tout... moi, Mini, je voulais... Enfin, voilà, c'est un pilote que je cote beaucoup. J'ai beaucoup d'espoir en lui. Là, j'avoue que ça a été un peu... Il y a le week-end de Monaco où il survole le truc à chaque fois, où il est vraiment exceptionnel. Mais le reste, enfin... Je sais pas, le début de saison, c'est Beganovic qui est vraiment beaucoup plus impressionnant et qui joue pas mal de malchance. Et pour moi, le reste, bah, c'est Lindblad qui a souvent été le plus impressionnant. Quoi. Donc, je reste un peu sur ma faim. Ton passage chez Formule Blabla, c'était drôle. Attends, quand? Attends, de quoi? Tu parles quand? Puisque, enfin, oui, je suis déjà passé chez Formule Blabla, mais pas récemment. Il a riposte. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, la vidéo 2012! Ah oui, c'est vrai! Ah oui, c'est vrai, c'était drôle! Oui! Ah oui, c'est vrai. Mais en plus, moi, vraiment, premier degré, 2012, j'avais 12 ans. Me demandez pas des analyses sur Alonso et Vettel. Hein. Moi, j'étais à fond derrière Romain Grosjean. J'étais pour qu'il sauve son baquet. Hein. Moi, c'était Grosjean vers une pique et j'espérais que Bianchi ait un baquet. Hein. C'était toute ma vie. Moi, la F1, ça tournait autour de ces 4 pilotes-là. Hein. Grosjean d'ailleurs qui cette année-là avait été champion des champions à la course, à la Race of Champions. Bref, on s'égare un petit peu. Petit intermède Freca, car voilà, j'avais pas fait de Google Doc, mais j'avais fait une preview de la Freca en mai. J'avais prédit ça. C'est pas... Voilà, il y a des flops. On est d'accord. Mais en vrai, c'est pas si catastrophique, surtout quand tu compares à ce qui va arriver, c'est-à-dire la Formule 2, où là j'ai été absolument flopesque, mais je crois que vous aussi vous allez être complètement flopesque. Alors, Camara champion, déjà, ça, je l'ai. Taponen,
j'avais prédit deuxième, au final il fait troisième. Je n'avais pas prédit l'explosion complètement dingue de James Wharton qui a été le meilleur pilote de la deuxième moitié de saison. J'avais pas prédit aussi que Tuka Taponen allait avoir un moteur qui allait galérer comme pas possible sur la deuxième moitié d'année. Voilà, mais n'empêche, j'avais quand même Taponen dans le top 3. C'est pas dégueu. Wharton, qui était deuxième, je l'avais mis 9ème. Parce que, bah, il n'avait pas été, voilà, il n'avait pas été très impressionnant. Il n'avait pas été très impressionnant en Formule régionale Moyen-Orient. Il avait été bon, mais je sais pas, enfin, les essais de pré-saison. Mais en fait, c'est peut-être ça, je me suis trop basé sur les essais de pré-saison, je pense. Et fallait pas, fallait pas. Puisque après, on a malheureusement mon flop. Alors en vrai, voilà, j'avais mis Gilter 3ème. Voilà. Bon, au final, il fait 7. Et Giusti, que j'avais mis 7, il fait 4. Donc en vrai, voilà, il fallait inverser Gilter et Giusti. Il fallait les inverser. Au vu des essais de pré-saison, franchement, j'avais été dans le paddock au circuit Paul Ricard pour les essais de pré-saison. Et franchement, les équipes rivales, elles parlaient, les équipes autres qu'ART, elles parlaient beaucoup de Gilter, quoi. Elles étaient vraiment intéressées, quoi. Elles étaient vraiment intéressées par Gilter. Donc voilà, je me suis peut-être un peu trop basé là-dessus, mais il n'empêche que ça reste quand même une bonne saison. Mais au final, la hiérarchie logique a été respectée, avec le pilote redoublant Alessandro Giusti qui a vraiment assumé ses responsabilités de leader et qui a vraiment mené l'équipe, et Evan Gilter qui a fait des coups d'éclat de temps en temps, qui a progressé, etc. Voilà, mais bon, voilà, Giusti, Gilter, il fallait inverser les choses. Petit aparté, mais est-ce qu'un jour on fera un live où on parlera de l'histoire des feeders et des meilleures anecdotes de son histoire? Le fait d'évoquer 2012, ça m'a rendu curieux d'une époque d'un autre temps. Ça pourrait être intéressant à faire, mais avec des gens, avec, je sais pas, quelqu'un qui aurait plus de culture que moi. Pas que je veux me dévaloriser, mais moi perso, j'ai suivi les formules de promotion vraiment de 2010 à 2014, puis à partir de 2019, globalement. Ouais, surtout à partir de 2019. Donc, par exemple, il y a une période où, voilà, un peu de flou où j'ai moins suivi. Je pense notamment à la période où Antoine Hubert gagnait des titres. Malheureusement, ça, je l'ai pas trop suivi. Je l'ai suivi d'extrêmement loin. Non, d'ailleurs, wow, wow. Oula, j'ai un peu fumé, moi, ma parole. De 2000, non, de 2010 jusqu'à 2017. En fait, jusqu'à ce que Gasly et Ocon atteignent la F1. Voilà. Et puis 2017-2019, j'ai un peu tout décroché à cause des études de médecine. Et 2019, bah voilà, j'avais réussi ma PACES, donc voilà, je pouvais m'y remettre à fond, quoi. Je pense que c'est un peu ça. Mais donc du coup, ma culture va être assez limitée, surtout qu'en 2010, bah, j'avais 10 ans, quoi. Donc j'ai pas non plus des souvenirs très exacts, quoi. Pre-season test in FRECA is key, especially for the new drivers, gives a big indication as to who is likely to win. Yes, but actually not totally, because for example, I had the 3 R-Race GP in my top 10, and it was a very difficult season for the French team, and I expected more. And voilà, everything was not perfect. Everything was not perfect in pre-season testing. On a dit donc voilà, Gilter Giusti fallait inverser. Badoer P4. Ça franchement, Badoer P4 qui fait P5, fallait avoir la vision. Alors voilà, j'ai pas la position exacte, mais en vrai, c'est à cause de James Wharton qui a tout explosé. Mais sinon, voilà. Et là, par contre, ça vient vraiment des essais de pré-saison, puisque Badoer, il était super impressionnant lors des essais. Il dominait vraiment ses coéquipiers. Et voilà. Voilà. Merci Natout28 qu'il reconnaît, c'est solide comme prédit quand même. Hugo, what a disaster. Ouais, it's been a complicated year, but it finished on a high. Donc voilà, Badoer, ça je suis plutôt content de la prédit. Voilà, Ugo Choukou, que j'avais mis 5ème, ça a été une saison très compliquée, il finit en dehors du top 10, 11ème. Voilà, saison compliquée, délicate. Heureusement, il y a la fin d'année qui a bien sauvé les choses. On a senti qu'il avait aussi les bonnes armes pour se défendre dans les lignes droites à Monza, on va dire, avec notamment la victoire le samedi et la victoire au Grand Prix de Macao. Donc ça, voilà. Mais Ugo Choukou, ouais, malheureusement, grosse déception. Théophile, que j'avais mis 6ème, au final, c'est
pas si loin que ça, hein, puisqu'au final il est 9ème avec une grosse fin de saison. Malheureusement, ouais, il y a eu ce gros passage à vide. Voilà, il y a eu ce passage à vide des rounds 3, 3 à 6, 2 à 6, où vraiment c'était compliqué, mais grosse fin de saison. Si toute sa saison avait été comme ça, là il aurait pu vraiment prétendre à une 6ème place, une 5ème place ou quelque chose comme ça. Donc, Théophile Naël, voilà, et quand même ça a montré une progression de Saint-Éloque, mais j'avoue, je pensais que Saint-Éloque serait un petit peu mieux. On m'avait, en inside, en off, on m'avait dit plus de choses sur Saint-Éloque, et je pensais vraiment que ça serait, je vais pas dire aussi fort que Van Amersfoort, qui a fini 3ème au final, mais voilà, enfin, je pensais vraiment qu'ils allaient faire un gros step-up dans la hiérarchie, au final, pas tant que ça. Mais ça a quand même avancé. Donc Justi, il fallait inverser avec Gilter globalement. Malheureusement, voilà. Deligny 8, Zachary David 10. J'avais mis les Air Ace 8 et 10. Ça a été malheureusement une saison très compliquée pour Air Ace. Deligny fait 12, Zachary David 13. Alors voilà, je pense qu'il y a des circonstances atténuantes, mais quand même, on en espérait bien plus. Zachary David, donc il va arrêter sa carrière et se concentrer sur les études. Enzo Deligny qui va revenir sans le soutien de Red Bull en fricas chez Air Ace. Qui joue une grande partie de sa carrière l'an prochain, je pense quand même. Dans tout ça, on ne sait pas trop comment, mais Air Ace a arraché la 2ème place au championnat équipe à Van Amersfoort, ce qui paraît assez dingue, puisque les 3 pilotes de Van Amersfoort sont dans le top 10, et il n'y en a qu'un seul pour Air Ace, et malgré ça, voilà, tout cas, ça permet de montrer encore un peu plus à quel point la saison de Tuka Taponen est vraiment, vraiment super, super impressionnante. Donc, félicitations à lui. Donc, les gens que j'avais pas prédit dans le top 10, donc Clairot, Dominguez, les Van Amersfoort, qui ont fait une énorme saison, clairement. Et la RPM de Noah Stromstad, 6ème. Écoutez, je l'avais pas vraiment vu venir. Mais surtout après une saison de F4 qui avait été assez délicate, où il avait été un peu atomisé par Enzo Deligny, entre autres, son coéquipier, son plus jeune coéquipier. Mais là, voilà, il était chez RPM. Et c'est vrai que RPM, parfois, ils ont les armes, ils ont de très bonnes armes pour performer au plus haut niveau. Et donc, ça fait que Stromstad va monter en F3 chez Campos et que j'ai hâte de voir ça. Est-ce que ça serait-il pas l'heure de passer à la F2 ? Stromstad était bon au test, ouais, mais je pensais que ça allait pas tenir. Je pensais que ça allait pas tenir puisque très souvent RPM est bon au test, mais ça tient pas en qualif ou en course. Parce que si on se fie au test, en 2023, c'était Masseo Capieto qui était champion ou à la bataille avec Antonelli. Je dois être en capacité de pouvoir vous sortir des gens de mon chat qui ont dit lors de ma preview 2023 en Freca, imagine un duel Capieto-Antonelli pour le titre. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Masseo Capieto, voilà, c'est un pilote français très prometteur. Pilote français très prometteur qui est aujourd'hui en endurance, qui s'est réorienté depuis, mais voilà, qui avait fait 8ème de Freca, qui était franchement bien. Mais bon, voilà, c'est pas forcément dans voilà, il n'avait pas forcément la même préparation, le même matériel que Antonelli, quoi. Écoutez, on passe à la Formule 2 avec bon alors, purée déjà alors. Qui a passé son bac à 15 ans, oui, Masseo Capieto qui a sauté de classe. Hein. Alors, faut se mouiller un peu la nuque, puisque Capieto il va avoir une belle carrière en endurance, j'espère aussi. En vrai, sa première saison a été assez malchanceuse cette année, mais il y a eu quand même de belles choses. Je crois qu'il y a eu une victoire, si je dis pas de bêtises, je crois. Ou un podium et tout, mais enfin voilà, j'espère que ça va continuer, puisque par exemple, petite digression, Pierre-Louis Chauvet aussi, ça avait bien commencé en endurance, mais avec le programme Lamborghini qui s'est un peu effondré de toutes parts, il n'a pas eu de programme pour cette année. Il espère encore faire un retour en course en 2025, peut-être aux États-Unis, peut-être en IMSA, peut-être en Indy Next, IndyCar, je sais pas. Enfin, IndyCar, je pense pas. Mais voilà, pour l'instant, Pierre-Louis Chauvet, il nous fait un peu une Adrien David. Tous les 6 mois, il nous dit ouais, je fais le week-end d'Eurocup 3 chez une équipe inconnue. Et il fait 18ème parce que l'équipe est complètement éclatée. Et ensuite, il repart. Et en fait, voilà, il est coach, quoi. Certaines carrières en endurance sont mieux que de rester en monoplace. Bah, complètement.
Et puis, tu as moyen de gagner ta vie en endurance. Oui, voilà, tu as moyen de devenir pilote pro en endurance. D'ailleurs, juste rendez-vous compte, les coûts en monoplace. Enfin, je l'avais déjà évoqué sur un live précédent, mais Isaac Hadjar, des chiffres qui sont sortis, il va avoir un salaire de 800 000 sur l'année. Il va avoir un salaire de 800 000 euros sur l'année, mais c'est même pas une saison de F3, ça. C'est même pas une saison de F3, c'est genre une saison de Freca avec Formule Régionale Moyen-Orient. Mais alors que bah, c'est beaucoup, c'est énorme 800 000. Et tu te dis, bah voilà, t'es pilote de F1, tu vas enfin pouvoir te remettre à flot après tout ce que t'as dépensé pendant des années et des années. Bah non, 800 000, ça lui rembourse sa saison 2021. À peu près, encore. En vrai, il y a eu de l'inflation depuis, donc je pense que c'était moins que 800 000 à l'époque. Mais aujourd'hui, 800 000, ça serait une saison de Freca avec un peu de Moyen-Orient, quoi. Mais je sais même pas si ça serait une saison complète au Moyen-Orient. Donc bon, voilà, malheureusement les coûts qui ne cessent de grimper. C'est le même salaire que Yuki, ouais, ça j'avoue que zéro respect pour Yuki du début jusqu'à la fin de toute façon. Allez, on passe par la F2, on se mouille la nuque. C'était extrêmement difficile à prédire car il y avait des nouvelles réglementations. Du coup voilà, autant l'Africa, franchement, j'étais pas dégueu, hein, hormis des pilotes style Wharton, style Stromstad que j'avais pas trop prédit, mais sinon pour le reste, j'ai franchement été pas mal. Bon, voilà, la F2, mon champion F2 2024, c'était Victor Martins. Voilà, séchez vos larmes. Mon champion équipe, donc Victor Martins, voilà, 7ème. Mon champion équipe, c'était Prema, qui est ici. 5ème, avec Berman et Antonelli, ça paraissait solide, quoi. La révélation de l'année, le rookie le plus marquant, Antonelli. En vrai, malheureusement, j'ai pas été assez audacieux. J'ai pas été assez audacieux avec la nouvelle réglementation. Je ne pensais pas que ça rebattrait les cartes ouais, à un point aussi important, quoi. Je pensais pas que ça changerait les choses. La prochaine fois, bah voilà, peut-être F3 2025, je serai un peu plus audacieux et je tenterai plus de choses. Mais là, j'ai vraiment été extrêmement conservateur en me disant ART, Prema, Martins, Berman, Antonelli, les valeurs sûres, quoi. Les valeurs sûres. Et j'avais fait voilà le petit focus pour les Français, pour les questions. Que fera Martins pour sa saison de redoublant? Champion. Que fera Hadjar pour sa saison de redoublant? J'avais mis top 6 avec des victoires, mais pas dans la lutte au titre. Petit sourire là, pour une fois, voilà. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de sourire en F2, mais sourire quoi. Victor Martin sera-t-il en F1 en 2025? J'avais été extrêmement optimiste quand même. J'avais mis oui. Et bon, j'avais mis oui. Isaac Hadjar sera-t-il en F1 2025? J'avais été super optimiste aussi, j'avais mis oui alors qu'il sortait d'une saison de F2 un peu catastrophique, on va pas se le cacher. Oli Berman sera-t-il en F1 2025? J'avais mis oui. Andrea Kimi Anthony sera-t-il en F1 2025? J'avais mis oui chez Mercedes, en précisant bien chez Mercedes et pas chez Williams. Quand même. Un autre pilote que ces quatre-là montera-t-il en F1? J'avais mis non, puisque je n'avais aucune idée de qui pouvait monter en F1. Et mon top 5 de la F2, c'était Martins, Berman, Antonelli, Maloney et Isaac Hadjar en 5ème position. Waouh, compliqué. Maintenant, on va voir vos réponses et là, on va pouvoir un peu plus... argumenter. Allez, voilà. Martins, 67%, ça peut, c'est le même score que Mini à peu près, ouais, voilà. Martins, Mini, pilote alpine, même combat. Même combat, voilà, 68% des voix pour Victor Martins, 68% de flop. On notera les 22% pour Oli Berman, ça flop aussi. On notera les 9% pour Antonelli, ça flop aussi. Et 2 personnes avaient voté pour Zen Maloney, pas de chance, ça fait flop aussi. Mais donc personne n'avait voté en Isaac Hadjar, et évidemment, personne n'avait voté en Gabriel Bortoleto. Personne n'a eu la vision. Donc, personne n'avait prédit les champions F3 et les champions F2 en pilote. Et je me sens moins seul en tout cas, merci. Merci, je me sens beaucoup moins seul. C'est marrant puisque je pensais que... Enfin, je sais pas, de mémoire, je croyais que quelqu'un avait prédit... je pensais que quelqu'un avait prédit Bortoleto. Et non, je sais pas. Ou c'était peut-être quelqu'un dans le chat mais qui avait pas voté, mais je me souviens avoir jugé quelqu'un qui croyait beaucoup trop en Bortoleto. Au final, gros retour de karma. Bon, voilà, hein,
Voilà, de toute façon, voilà. ART, Préma, Préma. ART, ça fait 7, Préma, ça fait 5 au championnat équipe. Voilà. Qui sera champion équipe à une majorité ultra écrasante 92 pour... Oh, attendez, il y a quelqu'un qui a bon. Il y a quelqu'un qui a bon. 1%. Alors, s'il y a quelqu'un qui arrive à retrouver, et s'il y a quelqu'un qui a vraiment réussi à retrouver ça, qui sait qui est cette personne qui a voté Invicta pour le titre équipe, c'est le grand gagnant. C'est le grand gagnant. Chapeau à lui. Chapeau à lui. Puisque vous étiez littéralement 101 sur 102. Enfin, tout le monde a voté ou soit Préma ou soit ART. C'est-à-dire la lutte pour le titre en 2023. Il y a quelqu'un qui a voté Invicta, alors que pourtant, voilà, Maini Bortoleto. Alors, certes, Bortoleto avait un titre F3, mais il était quand même contesté. Beaucoup de gens, en partie moi y compris, mais pas vraiment, parce qu'il y avait vraiment eu de sacrés coups de volant de la part de Bortoleto. Enfin, il avait montré de très très belles choses, mais son titre F3, on pensait quand même que c'était un peu les autres qui avaient tous choke et c'est lui qui avait gagné. Mais là, donc, Maini et Bortoleto, chapeau bas, franchement. Si sur YouTube tu vois ça en rediffusion, énorme félicitations à toi. Bravo, franchement. Qui sera la révélation de l'année? Voilà, Antonelli, 80%. Ensuite, on avait Miyata. Beaucoup de gens croyaient en Ritomo Miyata. Après Ritomo Miyata, déjà 25 ans, qui arrivait avec un titre de Super Formula, un titre de Super GT, qui était le chouchou de Toyota. Ça a malheureusement été une saison extrêmement compliquée. Pour Ritomo Miyata, qui a fini 19ème avec aucun podium. Alors évidemment, voilà, il y a eu énormément de critiques sur le moteur de Ritomo Miyata, qui a été très 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 récalcitrant visiblement. Mais donc, Ritomo Miyata, ça ne passe pas. Par contre, O'Sullivan, vous étiez 5%. Alors au final, il n'a pas fini la saison, mais je trouve qu'il a franchement pas été dégueu. Malheureusement, voilà, Williams n'a pas cru en lui et lui a préféré Colapinto à 2%. Par contre, on avait deux personnes, 2%. Alors, j'imagine que parmi ces deux personnes, il y en a au moins une qui a dû voter pour le titre constructeur d'Invicta, le titre équipe d'Invicta. Mais il y a deux personnes qui ont pensé que la révélation de l'année serait Bortoleto. Félicitations, hein. J'ai pas grand chose à dire. Félicitations à vous deux. Moi, voilà, j'avais mis Antonelli, ça paraissait le truc le plus logique, quoi. Et pourtant, et encore, c'était pas si évident que ça, puisque le gars faisait un move Freka F2 que beaucoup considéraient comme suicidaire. Au final, voilà, Antonelli s'est bien débrouillé, hein. Il a éclaté Berman, il y a eu de superbes victoires, de superbes remontées. Voilà, Silverstone, la Hongrie, même Spa-Francorchamps, c'était franchement très très beau. Il y a eu de très belles choses qu'il a montrées, mais voilà, Bortoleto, il s'est rendu indiscutable en F1. Tandis que Antonelli, je suis d'accord avec le... Enfin, moi je suis pour que les équipes de F1, je vais pas prêcher contre ma paroisse, hein, je suis pour que les équipes de F1 tentent des paris avec les jeunes pilotes. Je suis les formules de promotion pour une raison quand même. Donc, mais Antonelli, s'il avait dû refaire une deuxième saison de F2, ça aurait pas été infamant, quoi. Enfin, on se serait dit, ok, pourquoi pas. Ça se tient, le gars est peut-être pas encore prêt, il est jeune. Un peu comme un Théo Pourchaire en 2021, quand il fait 5ème de F2 à 17 ans, on aurait pu mettre Théo Pourchaire en F1 direct. Voilà, Mercedes a été beaucoup plus audacieux que Sauber en son temps, et va mettre donc Antonelli directement en F1. Ensuite, les 3 derniers week-ends, il n'a pas pu se défendre quasiment. Ouais, non, c'est sûr que ça a été compliqué. De toute façon, voilà, dernier week-end, je crois qu'il a eu une intoxication alimentaire, l'oseille très particulier. Bakou, il fait quand même podium. Alors, qu'est-ce que je faisais le week-end de Bakou, puisque j'ai vraiment l'impression d'avoir complètement oublié ce week-end. C'est impressionnant. J'ai vraiment effacé ce moment, ce week-end de ma mémoire, hormis quand Isaac Adjar et PV Marty se sont sortis en qualification parce que leur frein n'était pas prêt. Miyata c'est un terroriste, vas-y, m'a saoulé. Comment ça? Pourquoi? Enfin, tu fais référence à quoi? Là, comme ça m'a pas marqué. Il a pas dû trop accrocher de pilote français, j'imagine. Première saison en monoplace où il fait pas champion. C'est exceptionnel quand même comme stat.
Bakou, c'était il y a 3 ans. Ouais, mais c'était il y a super longtemps. Après, enfin, mais par exemple, je me souviens de tous les détails du week-end de Melbourne. Au hasard, bizarrement, ça m'a beaucoup plus marqué. En plus, on l'avait suivi en live. On l'avait suivi en live jusqu'au bout de la nuit. On avait suivi en live la victoire en course principale d'Isaac Adjar jusqu'à 3 heures du matin. C'était un moment exceptionnel, ça. C'était exceptionnel. Ouais, je vais bien, écoute, hein, Kimi 63, je vais bien. Voilà, les pronos F2, je suis content que vous me suiviez dans mon plantage stratosphérique, hein. Martins, lors du dernier week-end à Abu Dhabi, déjà Miyata. Ouais, alors après, oui, Abu Dhabi, c'est un week-end que j'ai suivi de loin. C'est un week-end que j'ai suivi de loin, puisque j'étais aux Maldives. Genre vraiment de loin, quoi, dans tous les sens du terme. Pour le week-end de Bakou, tu étais à Dijon. Ah oui. Bien vu. Bien vu. Et en plus, il y avait la Freka aussi en même temps que je tentais de suivre sur le téléphone. Ouais, il y avait beaucoup de choses à suivre ce week-end-là. À Losail aussi, il a accroché quelqu'un. Mais en même temps, enfin, c'est en raccord avec. Bah, c'est pas une théorie d'ailleurs, enfin, tout le monde me le confirme. Euh, oui, de la F1 à la F4, tout le monde confirme ça. Quand tu as une voiture, puisque c'est les suspicions qu'il y a autour de la voiture de Miyata, c'est qu'elle était, voilà, que le moteur était pas fou, voilà, blablabla, etc. Quand ta voiture est un peu moins bien, t'essayes de trop en faire, t'essayes de surpiloter, t'essayes de surconduire, puisque bah voilà, tu veux essayer de compenser. Et en faisant ça, t'es encore pire, tu fais plus d'erreurs, t'es plus lent parfois. Donc voilà. Voilà, j'ai hâte de voir ce que Miyata va donner sur une deuxième année, aux côtés de Victor Martins en plus. Voilà, ça va être intéressant. Donc voilà, félicitations quand même aux 2% qui avaient voté pour Bortoleto en révélation de l'année. Il y avait 2% qui avaient voté pour Franco Colapinto, qui faisait une très bonne saison où il avait éclaté Dennis Auger jusqu'à ce que de plus nobles responsabilités l'amènent en Formule 1. J'ai pas vu d'autres pilotes faire ça malgré tout. Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon après voilà, Ritomo Miyata c'est un contexte très particulier. Le gars est vieux. Je veux dire, bah, voilà, c'est l'un des rares pilotes qui est plus âgé que moi. Je peux encore le dire quelque temps, parce que voilà, maintenant qu'il y a des pilotes nés en 2010 qui arrivent en F4, voilà, il n'y a plus beaucoup de pilotes plus âgés que moi qui sont encore en formule de promotion. Euh, Miyata, c'est un contexte très particulier. C'est la première saison où il roulait en Europe, déjà. C'est un environnement, c'est tout un contexte, voilà. Première saison d'adaptation, on va voir ce que ça donne l'an prochain. Moi, je lui pardonne tout au vu de son palmarès. Au vu de son palmarès, le gars est champion de Super Formula, champion de Super GT, la même année en plus. Euh, il avait un double programme, ouais, et puis en plus en European Le Mans Series, il a été bon, hein, Ritomo Miyata, je crois, hein. Je crois que j'avais checké sa page Wikipédia, il a fait troisième d'European Le Mans Series, je crois. Ouais, voilà, troisième. Pas dégueu. Avec deux victoires. Purée, j'en ai pas trop entendu parler, hein. Mais dot, 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 dot. Il faisait équipe avec Fusha Jacobsen. Trop marrant. Et du coup, il avait gagné la première et la dernière manche. Ok. Fort bien. Notamment en finissant derrière De Letraz, Johnny Edgar, Robert Kubica, Alvarez, je le connais pas trop, Tom Dinman, ancien pilote français de GP2, et Vladislav Lomko, ancien pilote russe, maintenant sous licence française qu'on a récupéré. Ancien pilote de F4 France, je pense. Bon, on est en train de s'égarer. Je sens que je vais en perdre beaucoup là, si je commence à parler de Vladislav Lomko. Moi, c'est Lawson, mon âge, pivot entre plus vieux et plus jeune. De toute façon, j'ai commencé à comprendre que j'étais vieux quand il y a Piastri qui est arrivé en F1 et qui a commencé à gagner des courses. Je me suis dit, bon, voilà, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Lomco, il a fait de l'endurance. Bah oui, du coup, c'est l'European Le Mans Series, ouais. Ouais. Pour moi, c'est plus pour le préparer pour le WEC. Mais tu fais pas de la F2 si t'as pas une idée de F1 derrière, si t'as pas ne serait-ce qu'un petit espoir de F1 derrière. Et pour moi, Toyota, voilà, comme on l'a dit en début de live, Toyota, ils placent leurs pions un par un pour s'approcher du monde de la F1. Ah, Lomco, il a fait de l'Euro Formula. Ah, pardon, j'avais pas vu. J'avais lu Endurance. Lomco, il y a moyen. Attends. Allez, pour répondre à ta question, on va aller cliquer sur sa page Wikipédia. Nationality Russian. Attends, il est français maintenant, un peu. Donc, ancien pilote de F4 France. Il a fait de l'Euro Formula. Vice-champion, bien vu. Bien vu, d'ailleurs, il avait gagné le Grand Prix de Pau, si je dis pas de bêtises.
Je crois qu'il avait gagné le Grand Prix de Pau avec une licence française. Ouais, Winning the Pau Grand Prix. C'est l'un des derniers vainqueurs du Grand Prix de Pau. Enzo Peugeot lui a ensuite succédé au palmarès. Il est où le palmarès? Oh là là, elle est trop nulle cette page Wikipédia. Bon, trouve pas. Ah, si. Lomko, ouais, Vladislav Lomko, grand pilote français devant l'éternel. Et ouais, pas mal, non, c'est français. Bon, on s'est un petit peu égaré, désolé. Ouais, du coup, on peut rêver d'Esteban Masson en F1. Déjà, qu'il remporte la Super Formula Lights, et ensuite on pourra commencer à parler. Mais ouais, en vrai, ça serait, ça serait un chemin si tortueux pour arriver en F1, mais ça serait vachement sympa à voir. Hein. Esteban Masson en F1, moi je signe. Hein. Ancien champion de F4 France, ancien champion d'Eurocup 3, et qui aurait tant mérité d'être sur la grille de Formule 3 cette année, mais qui a trouvé de très belles ressources pour rebondir, vu qu'il est désormais jeune pilote Toyota. On avait aussi qui? On avait 1% pour PB Marty. Ah, malheureusement, il a vraiment pris l'eau face à Isaac. Et 1% pour Barnard. Bon, malheureusement, je ne pense pas qu'il ait eu forcément les armes pour concourir vraiment au plus haut niveau. Après, voilà, il s'est réorienté vers la Formule E. Il n'a pas fini la saison. Et voilà, c'est très bien. Maintenant, il s'éclate en Formule E. C'est le plus jeune pilote à faire podium en championnat du monde de Formule E. Et d'ailleurs, personne n'avait pronostiqué Joshua Dirksen. Voilà. Évidemment, il y a une astérisque qu'on peut mettre sur toute sa saison au vu de sa puissance moteur qui semblait décuplée par rapport à celle de ses concurrents. On l'a vu sur vraiment les 4 derniers week-ends de la saison, c'était particulièrement criant. Mais personne n'avait mis Joshua Dirksen. Allez, bon, voilà, il faut en parler. Que fera Martins pour sa saison de redoublant? Vous étiez 2 tiers à le voir champion, 1 tiers à le voir top 3 au championnat, bataille au titre et plusieurs victoires. Il y a une personne qui a pensé au top 5. Eh bien, figuriez-vous que vous avez tout faux. Vous avez tous faux. Vous êtes 102 personnes, dont moi, à avoir eu faux. Malheureusement, et purée, j'y croyais pas en écrivant les options, mais malheureusement, en dehors du top 5 et signature au Pôle Emploi Racing Team, alors, on n'est pas non plus sur une signature au Pôle Emploi Racing Team, mais voilà, Victor Martin, ça fait 7ème, et repartira pour une 3ème saison de F2. Purée, on était jeunes, on était insouciants hein, en faisant ces questions, en les répondant surtout. Bon, bah voilà, Martins, voilà, malheureusement, c'était pas la bonne année pour redoubler. Moi, je continue de penser à croire que c'est l'un des pilotes qui a le plus gros talent sur la grille, voire même pour moi le plus gros talent de la grille. Malheureusement, il a vraiment pas été en capacité de l'exprimer, et surtout, on l'a vu en début de saison où il surconduisait. Alors certes, il y avait des problèmes extérieurs, des problèmes mécaniques, des choses comme ça, mais il surconduisait, il en faisait trop, et voilà, ça se retournait un peu contre lui. Il y a eu beaucoup de malchance, beaucoup d'accidents où il n'était pas du tout fautif. Et voilà, du coup ça repart pour une 3ème saison de F2 et visiblement un futur qui a plutôt l'air de s'orienter vers l'endurance, à confirmer encore, mais voilà, peut-être toujours avec Alpine. Que fera Adjar pour sa saison de redoublant? Et là par contre c'est positif, là par contre c'est bien plus positif. Verschoor supérieur à Martins, unpopular opinion. Ouais, je confirme, unpopular opinion, ouais exactement. Non, vraiment pas. Genre, pour moi, Martins, c'est vraiment calibre F1, hein, pour moi. Vous aviez été franchement 2 tiers à mettre top 6 des victoires, mais pas dans la lutte au titre, et c'est vrai que ça paraissait logique en étant dans une campose, et encore, je pense qu'on était plutôt optimiste, d'ailleurs, 19%, vous le voyez faire seulement top 10, et quand même, et là, vous êtes 13% à avoir vu parfaitement juste, top 3 au championnat, bataille au titre, plusieurs victoires sur sa campos, et bah voilà, c'est exactement ça, vous êtes 13% à avoir eu parfaitement raison sur la saison d'Isaac Adjar. Félicitations, puisque clairement, voilà, j'étais pas aussi optimiste en le voyant débarquer chez Campos en début d'année, et je suis ravi de m'être trompé sur son cas. Victor Martins, allez, Victor Martins sera-t-il en F1 en 2025? Waouh. Ah, je pensais pas qu'on aurait une majorité de oui, mais bah voilà, vous êtes 2 tiers à avoir mis oui.
En vrai, au début de la saison, ça s'expliquait, ça se comprenait. Et c'est vrai que dans une... Voilà, on savait qu'entre Gasly et Ocon, ça allait pas durer très très longtemps. Et voilà, moi je me doutais que Esteban Ocon allait partir. À l'époque, je pensais plutôt partir vers Mercedes ou vers Sauber Audi. Au final, ça part chez As, mais bon, ça en revient au même. Esteban Ocon allait partir et laisser une place vacante. Donc il allait avoir une place libre. Et certes, il y avait un Jack Doohan troisième pilote, mais si Victor Martins avait gagné en Formule 2 cette année, voilà, je pense que cette place occupée actuellement par Jack Doohan aurait pu être celle de Victor Martins. Sous Famin, tu aurais pu dire oui, on n'avait pas anticipé Briator. Je pense pas tant que c'est une histoire de Famin. Enfin, ouais, en vrai, oui, partiellement, partiellement. Mais même, puisque même si ça avait été Famin, de toute façon, Victor n'aurait pas été en F1 l'an prochain. De toute façon. Pour moi, d'ailleurs, je l'avais bien expliqué en début de saison, il fallait au minimum que Victor soit champion, puisqu'on sait, Alpine ne fait pas de cadeaux. Alpine ne fait pas de cadeaux, encore plus à ces pilotes, à ces jeunes pilotes français. Victor en a déjà fait l'expérience quand il avait perdu le titre pour 7 points face à Oscar Piastri en Formule Renault. Adrien David en a fait l'expérience. Sacha Fenestraz en a fait l'expérience. Voilà, beaucoup de pilotes, beaucoup trop de pilotes français en ont fait l'expérience. Donc pour moi, il fallait au minimum être champion pour espérer la F1. Et bon, bah voilà, c'est pas passé comme prévu. Résultat, il n'est même pas réserviste l'an prochain. À noter quand même que Briator continue de parler de lui. Moi, je vois ça plus dans pour une réorientation vers l'endurance. Il a fait des rookie tests en WEC qui ont été vraiment ultra impressionnants. Et voilà, mais visiblement, ça a l'air de repartir sur une troisième année de Formule 2. Wouh! Trop la hype, trop la hype. Comme pour Théo Pourchaire quand il a fait une troisième année de F2, trop la hype. Et surtout, on a vu à quel point faire une troisième année de F2, c'est super utile dans une carrière. Voilà, je pense que Drugovic et Pourchaire peuvent en témoigner. Champion dans leur troisième année de F2 et chômeur professionnel. Bon, c'est de moins en moins le cas, il commence à rebondir un peu, mais bon, voilà. Donc malheureusement, voilà, 35%, vous aviez raison. Et voilà, faut prendre un comprimé de Xanax. Isaac Hadjar sera-t-il en F1 en 2025? C'est marrant à quel point une année ça peut vite changer les choses, car voilà, vous étiez voilà, quasiment la même proportion à penser que non, Isaac Hadjar ne serait pas en F1, et pourtant, oui, Isaac Hadjar sera bien en F1 en 2025. Isaac Hadjar sera bien en F1 en 2025, et ça remplit mon cœur de joie, c'est vraiment trop chouette. C'était pas gagné, surtout puisqu'on rappelle, ça peut un peu surprendre, mais voilà, le gars sortait d'une saison de F2 où il avait fait 14ème. Et voilà, même une deuxième moitié de saison très compliquée. Aux premières moitiés, il y avait eu de bons signes d'espoir quand même. On se disait c'était la malchance et tout machin. Deuxième moitié de saison, ça a été plus laborieux. Voilà, il s'est rendu indiscutable. Je vais pas répéter ce que j'ai dit sur les vidéos YouTube, sur les précédents lives. Il s'est rendu indiscutable pour la F1 et franchement, il loupe le titre juste par les soucis mécaniques du début de saison ou ce genre de choses. Mais vraiment la saison d'Isaac, ça va rester dans les mémoires et voilà, félicitations. Isaac Hadjar sera bien en F1 en 2025 comme 31% de la population française l'avait prédit. Car bien évidemment, la population française a voté entièrement sur mon sondage. Oli Berman sera-t-il en F1 en 2025? Alors je crois qu'on n'avait pas fait... Je crois que non, je crois que Jeddah avait pas encore été fait, donc en soi c'était pas encore sûr. C'était pas encore sûr. Il n'empêche, voilà, on le savait, je le sais, tu le sais, enfin voilà, ça paraissait évident. Oli Berman, je dois y aller, bonne soirée à tous et bonne fête de nouvelle année. Bonne fête à toi et bientôt on se voit à l'année prochaine. On se voit en 2025. Oli Berman, voilà, le gars il avait déjà fait, il avait été annoncé en début d'année pour je crois 5-6 FP1 avec As. On sentait que voilà, tous les commentaires des gars de chez As que ça allait être un titulaire en 2025, puis il y a eu la pige à Jeddah et bon, voilà. On était 93% à avoir raison. Là, c'est beaucoup plus équilibré. Je suis d'ailleurs dans la minorité, à peu près.
Andrea Kimi Antonelli sera-t-il en F1 en 2025? 45% le voyait chez Williams, 30% chez Mercedes et 24% chez, à le revoir en Formule 2, ou en tout cas en dehors de la F1. Et donc du coup, 30% avaient raison, il va bien chez Mercedes. Ça, c'était pas forcément, ça coulait pas forcément de source. Alors quand même, au moment de ce sondage, c'était déjà annoncé que Lewis Hamilton partait chez Ferrari, donc il y avait forcément une place de libre. Voilà, moi je me disais, Mercedes allait tenter un coup. Ils pouvaient pas recruter Sainz ou Ocon, enfin ça serait pas assez vendeur. Antonelli, purée, bah c'est peut-être ta future légende. T'as une année pour le préparer avec la nouvelle réglementation en 2026. Tu tentes le coup, t'as pas grand chose à perdre, puisqu'a priori Mercedes ne devrait pas jouer le titre, hormis grosse surprise, puisque 2025 ça devrait être la lancée de 2024, normalement. Un autre pilote que ces 4-là montrera-t-il en F1? Donc vous disiez non à 80% et Gabriel Bortoleto a déjoué tous les pronostics. Verstappen, ça aurait été assez vendeur? Ah ouais. Ouais, mais je voyais pas Verstappen quitter Red Bull aussitôt. Mais Verstappen, ça aurait été assez vendeur, oui, très clairement, c'est sûr. Mais à l'époque, je le voyais pas encore. Un an chez Williams pour le préparer n'aurait pas été trop, je pense, mais on verra bien. Ouais, mais après, la F1 va si vite. La F1 va si vite, c'est peut-être mieux qu'il aille directement chez Mercedes et qu'il... C'est quand même risqué. Hein. C'est quand même vachement risqué de le mettre directement. D'ailleurs, on l'a bien vu à sa première FP1 où il s'est craché après 10 minutes. C'est quand même vachement risqué de le mettre direct chez Mercedes. Et je pense que, oui, de façon... alors, j'avais voté pour le mettre chez Mercedes, mais c'est vrai que ça aurait été plus logique de le faire progresser un peu dans l'ombre, etc. Maintenant, Williams semblait assez fermé et ne voulait pas avoir de pilote prêté. Hein. Que ça soit, d'ailleurs, on leur avait proposé des gens comme Lawson, comme Tsunoda, je pense. Voilà, ils ne voulaient pas de pilote prêté. Williams, en prenant d'ailleurs Colapinto en cours d'année, ils ont montré vraiment un choix fort. Quoi. Ils ont montré un choix fort de... on est notre propre équipe, on est indépendant, on a notre académie, on fait confiance à nos pilotes. C'est franchement pas évident à faire en tant que petite équipe indépendante, mais ils le font. D'ailleurs, je parle de Bortoleto, mais en vrai, Colapinto aussi est monté en F1. Voilà, ça a été une promo. Évidemment, le classement, je pense, est assez peu représentatif. Voilà, il y a des pilotes qui sont beaucoup trop hauts, style Maloney, Crawford, c'est beaucoup trop haut par rapport à des Antonelli, Martins, Berman, Colapinto, etc. C'est sûr. Il y a des pilotes qui n'ont pas fini la saison. Voilà, ça n'a pas beaucoup de sens le classement final. En dehors de Bortoleto et Hadjar qui se sont rendus indiscutables vraiment cette année, Antonelli, Berman, c'était un projet qui était, voilà, c'était le projet F1 depuis des années. Colapinto, c'est un peu plus surprenant. Et d'ailleurs, c'est pour ça, il ne sera pas en F1 l'an prochain, ou en tout cas pas pour les premiers Grands Prix au moins. Mais Colapinto, voilà, comment dire Colapinto, qu'est-ce que je voulais dire? Colapinto, il a fait des très bons débuts, quoi. Il a fait des très bons débuts, et voilà, troisième pilote Williams, et je pense qu'il va très vite mettre une grosse pression à Alex Albon. Ouais, je dis Maloney trop, puisque pour moi, s'il s'est fait virer de Red Bull, c'est pas un hasard. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Il y a eu très irrégulier quand même. Toujours très irrégulier. On peut dire que c'est peut-être un Samuel McTooniff en meilleur, mais ça a toujours été un pilote très irrégulier qui ne sait pas tenir sur une saison complète. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à être hypé sur Zayn Maloney. Colapinto a crash sur des circuits où il avait quasi pas roulé, ouais, c'est sûr, oui, exactement. Crawford s'est fait défoncer par Beganovic lors des 2 derniers week-ends. Oui, voilà. On en a parlé lors du live précédent sur les différentes académies. Crawford, qu'est-ce qui fait 5ème? Alors oui, il a été régulier, mais quand on voit les débuts de Beganovic où il fait jeu égal, voire même il bat, enfin Beganovic bat Crawford, on se dit peut-être que la dame était surcheatée en fait. Des nouvelles de Vesti? Non, pas vraiment, en dehors du fait que le projet, que la F1 c'est foutu pour lui, vu que Antonelli monte en F1 et Bottas
passe réserviste, donc Vesti, c'est plus trop dans le programme, mais enfin Vesti, ça reste en endurance, même si ça a eu une première année assez compliquée. Mais sinon, j'ai pas plus de news que ça. Mais voilà, la F1 c'est foutu. Votre top 5 de la F2 2024. Wow, il y a tellement de Martins, de Antonelli, de Berman, de waouh. De Auger, c'est vrai qu'il y a Auger, ouais, Auger, bah non, gros flop Auger. Merci beaucoup à Kimi63 pour son 4e mois de sub consécutif. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, enfin ouais, merci. Non, en vrai, en ce moment, je trouve vraiment que ça marche beaucoup, que YouTube et Twitch, ça commence vraiment à décoller. Voilà, vous vous abonnez de plus en plus et ça fait vraiment super plaisir de voir que ça vous plaît autant, que vous êtes autant à suivre mes délires de formules de promotion complètement perdus. Bon, là c'est la F2, la F3, ça reste encore grand public, mais on verra quand je vais faire des pronos sur la F4 France, on verra, ça va pas être la même. Donc, il y a eu du Miney un peu. Ah, Crawford, wow, Crawford 5ème, c'était pas évident à prédire ça. Antonelli, ouais, je sais pas, Maloney. Miyata. Ah, Miyata, gros flop aussi. Oh bah toi, t'as mis 7 pilotes. T'as mis 7 pilotes dans ton top 5. C'est vrai que c'est plus simple comme ça. Mais, Berman, Martin, c'est tellement les mêmes pilotes. Il y a tellement Martins, Berman, Antonelli partout. O'Sullivan, tiens, O'Sullivan. Ouais, bah... O'Sullivan qui a d'ailleurs été annoncé en Super Formula chez Toyota, chez Condor Racing, qui va peut-être pouvoir rebondir là-bas, mais malheureusement il a perdu le duel interne face à Colapinto, et pourtant pour moi il a vraiment pas démérité, et il aurait clairement mérité une deuxième chance en F2. Beaucoup de Auger, tiens Fittipaldi, c'est vrai qu'on a oublié, mais c'est vrai que Fittipaldi roulait en F2. Martins, ouais, Anthony, c'est toujours les mêmes qui reviennent, ça paraissait tellement évident. Ça paraît juste tellement évident. Ouais, je tente de voir s'il n'y a pas des noms un peu surprenants qui sortent à un moment. Mais globalement, ouais, il y avait pas mal de O'Sullivan quand même, de O'Sullivan, de Auger, de pilotes qu'on a un peu oubliés. En vrai, je sens bien le japonais va nous surprendre. Ah frérot, il nous a surpris, mais pas dans le bon sens. Hein. Raquel Gotoli ressemble Malonnet, Totoletto. Oh, Totoletto. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont mis Bortoletto. Hein. Afficher une autre réponse. C'est quoi ce délire? What? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je pense qu'il y a une réponse que j'arrive pas à voir. Mais au final, ouais, Toto Leto. Attends, je vais mettre Leto, du coup. Non, mais... Il y a personne qui l'avait dans son top 3. Hein. C'est ou soit 4 ou 5 ou... Ouais, 4 ou 5. Bortoletto, le champion, ça le voyait pas plus haut que 4ème. Hein. Je prends beaucoup de plaisir personnellement à suivre les petites catégories plutôt que la F1 parfois. Ouais, alors après, moi c'est marrant puisque on pourrait croire que du coup je suis beaucoup plus stressé quand il y a de la F4 France, quand il y a de la Freca, puisque c'est des pilotes que je suis un peu, je vais pas dire au quotidien, mais presque. Mais rien, enfin, quand il y a un départ de F1, c'est vraiment l'adrénaline quoi, à 100%, parce que bah, et l'an prochain, mais je vais péter un câble, hein, avec Isaac Hadjar, le gars que je suis depuis la F4, qui est dans une F1. De façon plus honnête, on va dire que je suis dans le hype train d'Isaac Hadjar depuis la F3 asiatique, on va dire. Pour être parfaitement honnête, depuis la F3 asiatique. Je prends beaucoup de plaisir personnellement à... oui. Donc je prends peut-être plus de plaisir à suivre les petites catégories, mais c'est vrai que déjà la F1, on peut plus... Déjà, ça se partage avec beaucoup plus de monde en fait. Enfin, le nombre de personnes maintenant qui regardent la F1, ça en fait beaucoup plus grand public. Moi déjà maintenant j'ai réussi à convertir de plus en plus, genre ma belle famille, ils connaissent Isaac Hadjar, ils connaissent Théo Pourchère. Je commence à les éduquer à des pilotes style Evan Gilter, Jules Caranta, mais je sens que le terrain est encore un peu... non, il va falloir un peu plus préparer ça. Mec tout nif, on peut espérer quoi? Et d'ailleurs, ouais, faites une petite FAQ, hein, c'est la dernière de l'année, hein, donc en vrai, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'ai toute la soirée devant moi, donc en vrai, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Mec tout nif, on peut espérer quoi pour la saison 2025, nous demande Florian M77. C'est pas évident, puisque il est chez Trident. Il sera chez Trident, ça a été annoncé officiellement. Trident a pu montrer de belles choses quand même avec Richard Verschoor cette année.
Et même Max Esterson a franchement pas été dégueu sur les 2 dernières manches qu'il a fait à Losail et à Yas Marina. Voilà, moi j'espère des entrées dans les points. Je pense qu'on peut même espérer un podium, voire même peut-être une victoire sur de la course sprint. Et après, voilà, ça reste de la F2. Ça reste de la F2, il y a une composante, il y a un facteur chance non négligeable, avec notamment au niveau de la loterie Mechachrome, on va dire. Donc voilà, honnêtement, je vais pas spoiler mes, je vais pas spoiler mes pronostics, je vais pas spoiler mes pronostics que je ferai l'an prochain, surtout qu'il y a peut-être des choses qui vont changer d'ici là. Mais si Samy pouvait faire top 15, moi je trouverais ça bien, déjà, je trouverais ça bien. Et non, Mektounif n'est pas dans une filière jeune, malheureusement, et c'est aussi pour ça, entre autres, que je le vois pas que je le vois pas en F1 plus tard, mais sait-on jamais. Il y a des pilotes qui peuvent vraiment éclore sur le tard, et voilà. Et puis on voit qu'il peut avoir des hauts très hauts. Et voilà, s'il arrive à trouver la régularité, ça serait top, quoi. Grâce à toi, je m'intéresse à plus bas que la F3 et je me rends compte du nombre de séries. Et encore, moi je reste, enfin, en tout cas au moins sur Twitch, sur Twitter, je parle un peu plus d'autres séries, mais il y avait une époque, quand j'étais community manager de Feeder Series, quand je m'occupais vraiment du compte Twitter de Feeder Series, maintenant c'est plus moi qui m'en occupe, mais je suivais tout. Enfin, genre, je suivais la F4 japonaise, je suivais la F4 brésilienne et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je deviens interne en médecine, je vais peut-être plus avoir le temps de tout ça. Donc heureusement, on a trouvé d'excellentes personnes qui arrivent. Il y a plusieurs personnes qui s'occupent du compte Twitter de Feeder Series. Et donc maintenant, je me suis un peu recentré sur les championnats essentiels, on va dire. Qui a été le plus décevant d'ailleurs parmi les 2 gros favoris d'avant-saison de Martins ou Berman? Me demande Kimi63. Et c'est franchement pas évident à répondre puisque, bah, comme je l'ai dit, Berman pour moi, enfin les deux d'ailleurs ont vraiment à peu près la même saison, début franchement cata, et une fin de saison plus prometteuse. Et Berman, j'ai toujours dit que sa saison était un peu ininterprétable vu qu'il y avait eu la pige qui avait été faite à Jeddah. Donc voilà, ouais c'est ça, Berman, ouais, pour moi on peut pas se limiter à la F2 puisque voilà, il y a ce facteur F1, il savait que sa place en F1 était garantie après ce qu'il a fait chez Ferrari à Jeddah. Donc pour moi c'est pas très interprétable, donc si on devait se limiter à ça, voilà, enfin pour moi ça serait peut-être plus... Voilà, ce serait peut-être plus Victor Martins, mais bon, enfin, pour moi, voilà, il y a plein de facteurs atténuants, il y a plein de facteurs qui expliquent tout ça, quoi. On a plus d'attache pour les pilotes de F4 Freca que de F1. Bah ouais, on verra après, voilà, quand il y aura les jeunes pilotes français qui vont arriver en F1, de toute façon, dans le futur, dans les années, dans les lustres qui vont suivre, ça va être de plus en plus, on en sera de plus en plus proche. Imaginez un moment, il y a bah voilà, enfin, des pilotes qu'on aura déjà invités sur la chaîne, style Alessandro Giusti, en soi, c'est peut-être le prochain sur la liste. Il est chez Williams, il est en F3. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On va avoir invité un peu tout le monde. Le Grand Prix d'Australie que j'ai hâte, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à dire, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai bloqué mon week-end, faudra pas venir me chercher ce jour-là. Hein. Enfin, ce week-end-là. L'an prochain, je vais avoir tellement l'impression de voir la grille F2 que de la F1. Ouais, non, ça va être sympa, ça va être très rafraîchissant de voir autant de rookies. Mackenzie Cresswell, il refait de la GB3. Mackenzie Cresswell. Bah, c'est marrant parce qu'en 2023, il avait fait 1 ou 2 manches de F3. Je t'avoue que je sais pas. Mackenzie Cresswell, pourtant j'adore son nom. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi j'essaie de faire de faire découvrir les formules de promotion que je connais mieux grâce à toi et l'endurance, mais c'est plus compliqué. Ouais, c'est moins mainstream, on va dire. C'est normal, c'est beaucoup plus niche. Trident en F2, ce n'est pas Trident en F3, il faut pas se mentir. Oui, alors pour revenir sur Samy Mektounif, oui. Et on verra, puisque Trident en F3, peut-être que ça va devenir kata, on sait pas. On sait pas. À Joe Kaiser, ouais, t'arrives tard, puisque là on arrive sur une sorte de FAQ improvisé. Ouais, globalement on a fini. Mais t'en fais pas, ça sera disponible en rediff sur YouTube très bientôt. Berman pour sa défense a roulé un peu plus que Martins avec ses pigeons F1, ça joue aussi. Oui, pour moi, Berman, il était plus focus sur la F1 déjà. Martins, Berman fait la pole à Jeddah alors que la voiture est pas folle. Martins fait la pole à Abu Dhabi. Et d'ailleurs, on voit que
Martins, il a le talent pour tout donner voilà, sur un tour, pour extraire 120% de la voiture sur un tour, mais tu peux pas extraire 120% de la voiture sur une course, sur 30 tours, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que Isaac peut avoir des regrets même si la mécanique est largement responsable? Alors, pour moi, il y a eu deux erreurs. Il y a eu deux erreurs dans son année. C'est le spin qu'il fait en course sprint au Qatar, où au lieu d'avoir la deuxième place, il fait quatrième. Et son erreur à Silverstone, mais je crois alors qu'il évolue en huitième, neuvième position, donc peut-être même pas de points. Si t'enlèves tous les trucs mécaniques, je pense pas que Isaac aurait pu être champion. On rappelle d'ailleurs même cette histoire de calage, a priori, alors selon Christian Horner, a priori c'est un problème de logiciel. En tout cas, voilà, il y a peut-être 10% de faute, c'est la faute à Isaac, mais 90% malheureusement on l'a vu cette année, il y a des gros problèmes au niveau des départs pour ces voitures de F2, on l'a vu toute l'année, malheureusement sur la dernière course c'est passé, c'est tombé sur Isaac. Naël en F1, j'espère aussi, ça serait génial. Aussi un pilote qu'on a invité sur la chaîne, mais pour l'instant, pas encore dans une filière F1. Peut-être que, voilà, en F3, c'est le bon moment pour se révéler. Tu crois pas qu'en vrai l'Académie Williams c'est un peu surcoté, les promotions au final c'est pas mal lié aux sponsors des pilotes? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que pour moi, Colapinto, c'était pas un pilote payant. Alors, c'est devenu un pilote payant maintenant car c'est devenu une gigastar en Argentine, mais à l'époque de la F3, de la F2, personne croyait en lui. Enfin, je vais pas dire personne croyait en lui, puisque Williams a fini par le soutenir, mais c'était pas un pilote payant, c'était un pilote qui faisait du financement participatif, qui galérait, enfin, il galérait de fou pour finir ses budgets. Donc non, pour moi c'est pas des pilotes payants. Après ça reste une académie jeune, donc par exemple ils n'ont pas toujours eu les pilotes les plus cotés, hein, parce qu'ils étaient déjà signés par d'autres académies. Mais sinon franchement, ils ont des bons talents. Colapinto, alors c'est peut-être pas un champion du monde de F1 en puissance, certes, mais déjà bah, il a montré qu'il avait le talent, qu'il avait sa place en F1. Maintenant, voilà, il a fait beaucoup d'erreurs, etc. C'est peut-être un pilote qui n'avait peut-être pas le mental, ou en tout cas pas encore pour tenir sur plusieurs grands prix d'affilée, mais voilà, on voit qu'il a la vitesse pour en tout cas. Et voilà, il y a des très très bons talents, style Luke Browning qui a joué le titre en F3, Alessandro Giussi qui a été vraiment excellent en Freca, Bondaref qui a été compliqué en karting, mais qui est l'un des tout meilleurs cracks de karting qui sera en F4 l'an prochain. Voilà, pour moi c'est l'une des meilleures académies quand même. Hein. Ah, pour l'ascenseur F2 F1, bah ils font confiance à leurs jeunes pilotes. Ça, on peut pas leur retirer. Et c'est rare que les académies fassent autant confiance à leurs jeunes pilotes comme ça, donc j'ai du mal à les critiquer. Et voilà, les pilotes qui étaient en F2 actuellement, c'est peut-être pas des champions du monde en puissance, mais voilà, on a vu Colapinto, il a le talent pour être en F1, il a la vitesse pour être en F1. Maintenant, c'est plus facile de performer quand t'as pas de pression, quand tu t'attends à rien de lui, c'est plus facile. Et quand il y a la pression qui s'est accumulée en mode ah mais attends, mais peut-être qu'il peut aller chez Red Bull, peut-être qu'il peut aller chez... Là, la pression s'est accumulée et là, ça a été plus compliqué. Quoi. Williams et Mercedes n'auraient pas intérêt à fusionner leurs académies. Bah non, Williams veut être indépendante. Williams veut être indépendante. Je pense que... oui, voilà, ils veulent pas de pilotes prêtés, ils veulent pas... en faisant les choix de Colapinto, alors qu'ils auraient pu essayer d'aller chercher un Antonelli. Ils auraient pu aller chercher un Antonelli, mais non, Williams a vraiment fait ce choix de ne pas prendre Antonelli et de dire non, on prend notre pilote Williams, on a un bon pilote Williams actuellement en F2, on lui fait confiance, c'est tout à leur honneur. Penses-tu que Naël et Giussi peuvent viser une place en F2 en 2026? Carrément. Mais vraiment, voilà, avec une nouvelle réglementation en F3, on peut se retrouver avec tout et n'importe quoi. Hein. On peut se retrouver avec tout et n'importe quoi. Peut-être que Van Amersfoort et MP vont rouler sur le championnat et Naël Giussi vont faire 1-2, tout comme ça peut être une année catastrophique et ils vont se battre pour la 18e et la 21e place. Ça va être très difficile à prévoir. J'espère qu'on aura un peu plus de visibilité avec les essais de pré-saison, mais c'est souvent difficile. Les essais de pré-saison, encore plus en F2 ou en F3 qu'ailleurs, c'est très limité, il y a un nombre de pneus très limité, c'est compliqué.
Euh, Sargent ramenait beaucoup de sponsors US, alors oui, certes. Colapinto des fonds d'Argentine, pas tant au début, hein, pas tant au début. Hein. Au début, non, c'était pas un pilote payant. C'est après, à l'annonce, quand il a été annoncé en F1, que les sponsors sont vraiment arrivés. Mais puisque si tu, puisque par exemple, il y a eu un chiffre qui a été avancé de Colapinto qui aurait payé 4 500 000 pour faire les dernières courses. Clairement, les sponsors qui étaient derrière Colapinto, jamais ils ont avancé 4 500 000 pour de la F2 ou de la F3 avant. Et il y a des pilotes qu'on considère comme pas payants, style Oliverman, qui ont dépensé bien plus, ne serait-ce que pour une seule course. Donc, franchement, à cette époque, maintenant Colapinto est devenu pilote payant, vu que voilà, c'est devenu un vrai personnage médiatique et tout un pays s'est réuni derrière lui. Mais à l'époque, quand il a été annoncé en F1, c'était pas encore le cas, quoi. Les trois favoris de F2 pour 2025 pour toi, bah forcément Martins, puisque bah évidemment on va refaire la même tous les ans. Attends, je ressors la grille de F2, puisqu'encore il n'y a pas tout le monde qui a été annoncé. Hein. Attends, je remets la diffusion. Il n'y a pas tout le monde qui a été annoncé. Et j'ai bien envie de mettre un Lindblad ou un Pepe Marty. Mais Lindblad, pour moi, ce sera peut-être un peu trop jeune au début. Hein. Le gars, il montait très vite. Je vois bien un Gabriel Emini, moi. J'ai l'impression que Prema avait l'air de revenir un peu en force. Donc ouais, je mettrais Martins Mini. Après, on va pas se le cacher, la grille de F2 est beaucoup plus faible que celle de cette année. Hein. Très clairement. Donc je vais dire Martins Mini. Le gars qui apprend pas de ses erreurs, hein, puisque j'avais prédit Mini champion de F3, j'avais prédit Martins champion de F2, je continue de dire Martins et Mini. Je sais pas, bah je dirais une Campos, Limblad ou Pepe Marty, parce que Pepe Marty peut faire une Isaac Adjar et se transformer sur sa deuxième année, comme Isaac l'a fait, c'est pas impossible. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Attends. Williams, machin, attends. Tu feras une preview de la Formule régionale Océanie? Je ne pense pas. Je ne pense pas, même si ça sera la première formule de promotion à lancer 2025, puisque ça sera sur le week-end du 10-12 janvier. Mais je ne pense pas, on ne devrait pas avoir de pilote français en Océanie. Par contre, Moyen-Orient, vous en faites pas, on sera là, il y aura des Français. Vous avez entendu, des Français. Hein, qui n'ont pas encore été annoncés, mais voilà, normalement on aura Enzo Deini chez RS, on devrait avoir Evan Gilter normalement chez Art Grand Prix. J'ai entendu que Théophile Naël pourrait peut-être faire une ou deux manches chez Saint-Eloque pour rester fit un peu pendant l'hiver. Voilà. Mais pour l'Océanie, j'avais entendu Édouard Borgna qui avait fait 19ème de F4 France. Désolé, mais je vais pas faire une preview pour lui tout seul et la grille devrait être assez faible en Océanie. Est-ce qu'on croit plus en un Lawson chez Red Bull ou en Antonelli chez Mercedes pour s'installer sur le long terme? Antonelli tous les jours. Lawson, pour moi, il a jamais eu une trajectoire de champion du monde de F1. Antonelli, alors certes, il a toujours eu la meilleure préparation, il a toujours été dans les bonnes équipes, etc. Mais Antonelli, on a l'air, pour le moment, après voilà, en F1, j'ai tendance à dire que tous les compteurs repartent un petit peu à zéro, puisque bah voilà, faut faire ses preuves. Faut faire ses preuves. La carrière junior, c'est très bien. Stoffel Van Dorn, il avait tout écrasé, mais au final, quand ça s'est retrouvé en F1 face à Alonso, ça a été plus compliqué. Mais Antonelli semble avoir beaucoup plus les capacités et surtout, il arrive dans un contexte beaucoup plus favorable pour lui. Lawson, il est face à Verstappen direct, quoi. Pour moi, en prenant un pilote très expérimenté et propre, Hülkenberg, Bortoleto, ouais, pour moi, Sauber, c'est très bien, c'est très bien. C'est vraiment un line-up équilibré, expérience, jeunesse, enfin, c'est top pour moi. Attends, qu'est-ce qu'on peut dire sur Kenzo Craigie? J'en ai entendu parler récemment, je le connais pas des masses. Bah, champion du monde de kart Oka Junior, c'est bien. Maintenant, je vais pas trop m'étendre dessus. Cette année, donc c'est un pilote britannique, un peu chouchouté par Lewis Hamilton, membre de l'académie Mercedes. Mais voilà, le championnat du monde se passait en Grande-Bretagne et les pilotes britanniques ont eu un avantage énorme, mais genre énorme sur tous les Français, les Italiens, les Espagnols, etc. Enfin tous les pilotes qui roulent en Europe. Et voilà, des pilotes comme Kenzo Craigie connaissaient la piste par cœur. Voilà, j'attends un peu avant de
de me lancer dans la hype, mais c'est vrai que ça paraît solide. Ça paraît solide, et pour l'instant, il a encore jamais testé dans une F4. Donc tu penses que Sandro, qui ramène très peu de budget, pourrait monter un jour en F1 chez Williams? Carrément, carrément, franchement. Enfin, je pense. Après, voilà, il va falloir des performances. Il va falloir des performances en F3, il va falloir des performances en F2. Voilà, enfin, il va falloir montrer des choses, puisque pour l'instant, il est cinquième dans la hiérarchie derrière Sainz, Albon, Colapinto, Browning. Je pense qu'il peut facilement passer quatrième, puisque Browning est assez vieux, etc. Mais ensuite, va falloir montrer, va falloir faire une saison à la Hadjar et se rendre indiscutable. Et on a bien vu que voilà, Williams faisait confiance à ses jeunes pilotes. Voilà, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne ensuite. J'ai des doutes quand même, surtout s'il y a déjà 3 Français sur la grille. Alors, c'est ma femme qui me l'avait fait remarquer. Le prochain Français qui arrivera en F1, faudra peut-être se dire qu'à un moment, peut-être que l'un des Français actuels partira, quoi. Puisque bah, je pense qu'il n'y aura pas de nouveaux Français en F1 avant 2-3 ans minimum, minimum, hein, honnêtement. Enfin, c'est un événement historique. Hein, enfin, j'en fais peut-être des caisses, mais c'est un événement historique. Ce qu'on a vécu avec Isaac, c'était le premier Français en F1 depuis 7 ans et demi. Donc, voilà, c'est quelque chose d'historique. Je sais pas quand sera le prochain. Hein. C'est vrai que Justy paraît actuellement mieux placé, mais il y a encore plein de choses à faire avant de vraiment prétendre légitimement à la F1. Voilà, il y a une super génération 2006-2008 qui arrive avec Gilter, avec Deligny, avec Naël, avec Caranta, voilà, il y a énormément de jeunes pilotes qui arrivent, mais voilà, on ne sait pas. Et quand ils arriveront peut-être en F1 d'ici 3, 4, 5 ans, bah voilà, Gasly, Ocon, on ne sait pas où ils en seront, quoi. On ne sait pas où ils en seront dans leur carrière. Même Isaac. Alors, voilà, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais voilà, peut-être que dans 3 ans, malheureusement, ce sera fini. On ne sait pas. Ou peut-être que dans 3 ans, il aura déjà gagné un Grand Prix de F1 chez Red Bull. On ne sait pas. Mais voilà, ça peut être. Ça peut être très ouvert. Je ne pense pas qu'on verra 4 Français sur la grille de départ à un moment. Et voilà, je pense, voilà, le prochain Français qui arrivera en F1, je pense pas qu'il partagera la grille avec et Gasly, et Ocon, et Hadjar. Je ne pense pas. J'ai un ami qui commence à s'intéresser aux catégories de promotion. Il m'a demandé pourquoi il n'y avait pas de pilote As. Tout simplement parce que As, c'est avant tout une équipe low cost. Hein. Enfin, c'est une équipe low cost qui n'a pas forcément besoin d'académie, surtout qu'ils ont un partenariat avec Ferrari. Donc pendant très longtemps, ça a été l'équipe B de Ferrari. Voilà, ils ont un partenariat technique très avancé avec Maranello. Donc voilà, ils ont accueilli. Voilà, c'est pour ça qu'ils accueillent Oli Berman cette année. À l'avenir, est-ce que ça peut être la future filière, enfin la future équipe de Toyota? Et dans ce cas, est-ce qu'on pourrait avoir des jeunes pilotes Toyota qui arriveraient à un moment chez As? Et donc la filière Toyota serait peut-être la filière de As. Voilà, peut-être. Peut-être que voilà, on aura Esteban Masson chez As ou Rito Momiata, je sais pas. Mais c'est pour ça. Enfin, As est associé à d'autres constructeurs en fait. On sait si des annonces pour la F4 France arrivent bientôt. Non, je ne sais pas vraiment. Généralement, je ne me rappelle plus exactement quand se font les annonces pour la F4 France. F4 France, pile, je me rappelle plus. Par exemple, ah bah, l'an dernier, ça avait été annoncé le 12 janvier. Ça avait été annoncé le 12 janvier, donc écoutez, bah, peut-être qu'on n'est pas si loin d'avoir des annonces concernant la F4 française. Alors que les Anglaises ça s'arrêtera jamais, ouais. Mais en vrai, on se plaint en tant que Français, mais on n'a pas à se plaindre. On a un vivier exceptionnel. Alors certes, les Anglais nous devancent. Euh, ils sont 4, ils sont quasiment tous dans des top teams en F1. Et voilà, il y a des pilotes exceptionnels qui arrivent bientôt. Hein. Je pense à rien que Freddy Slater qui arrive bientôt. C'est clairement un pilote qu'on verra en F1. Lui, il a un peu style Antonelli. Enfin, c'est vraiment le gars, on le voit que en F1, quoi. Si Alpine était intelligent, ils auraient pris Martins, on aurait eu 4 Français. Ouais, malheureusement, voilà. Pour moi, il y avait une condition minimum, c'était que Martin soit champion. Et voilà. Si Alpine savait gérer ses pilotes français, ça se saurait. Hein. Je pense que Gasly peut être éjecté de la F1 même en cours de... Qu'est-ce que quoi? Bah non, je suis pas d'accord. Non, non. Vraiment pourquoi?
puisque du coup, tu mets qui à sa place? Gasly, c'est le seul pilote malheureusement qui tient la route chez Alpine, vu que ils ont viré Ocon. Maintenant, Gasly, c'est le seul leader. Et d'ailleurs, tu vois bien ce que dit Briatore maintenant. Briatore, maintenant, il a l'air d'être petit à petit en train de penser que Gasly, c'est son nouveau Alonso. Donc non, Gasly, pour moi, il a l'air d'être bien parti, au moins pour 2 ans. Au moins pour 2 ans. De toute façon, le mercato F1, je pense qu'il va être assez verrouillé, à part peut-être chez Red Bull, vu que ça peut un peu changer à tout moment. Peut-être Aston Martin, vu qu'il y a Tsunoda qui devrait partir, qui devrait bouger. Je pense que le mercato entre 2025 et 2026 devrait être assez figé, hein. Comme voilà, on a 6 nouveaux jeunes pilotes en 2025. Mathématiquement, voilà, ça va moins changer en 2026. Je crois pas ce que dit Briatore. Certes, mais en fait, tout simplement, il pourrait mettre qui à la place? Malheureusement, il n'y a pas trop d'autres options. Hein, enfin, malheureusement, heureusement, il n'y a pas trop d'autres options. Donc, non, pour moi, Gasly, c'est Colapinto. Mais c'est pas un lead. Enfin, oui, tu le mets à côté. Oui, Colapinto, tu le mets à côté en remplacement de Douane, pourquoi pas. Mais t'es obligé d'avoir un pilote sérieux. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, hein, d'avoir un leader d'équipe. Non mais Colapinto Aaron, non mais ça va, enfin, calmez-vous quand même. Le but de Briatore quand même, c'est Aaron aussi, non mais le but quand même d'Alpine, Alpine, Hightech, Briatore, etc., c'est de gagner de l'argent. Comment tu gagnes de l'argent? C'est avec des performances sportives. Enfin voilà, ça ferait aucun sens. Ça ferait aucun sens. Gasly, c'est le seul pilote qui tient la route. Voilà, qui tient la route, qui t'offre une assurance tout risque. Pour moi, non, ça serait n'importe quoi. Ce serait n'importe quoi. Je suis assez. Avec des pilotes qui ramènent de l'argent, mais t'inquiète, ils les signent en réserviste. Hein. Ils les signent en réserviste. Puis, enfin, tu peux pas virer Gasly. Enfin, maintenant, Gasly est franchement bien installé en F1, à moins que Gasly commence à faire des performances plus délicates. Le gars, là, actuellement, il est invirable. Il est invirable, c'est un. Même communication, marketing, Gasly est devenu une figure de la F1. On rappelle, c'est l'un des modèles d'Andrea Kimi Antonelli. Petit fun fact, je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée, me demandez pas pourquoi, mais Antonelli, l'un de ses modèles en F1, c'est Pierre Gasly. Tu peux pas virer le modèle du futur GOAT de la F1. Bon. Ou avec un très gros chèque de Perez. Ouais, Perez, moi je le vois plus chez Cadillac. Hein. Mais Perez, ok, enfin, ça se comprendra un peu plus. Mais là, pour moi, Gasly est pas virable. Hein. Et voilà, le risque d'Alpine, c'est plutôt que Gasly parte ailleurs. Puisque Gasly, il trouverait un point de chute. Actuellement, aujourd'hui. Parce que voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Voilà, peut-être que Gasly n'aura plus du tout la même cote qu'il a aujourd'hui, mais actuellement, surtout avec la fin de saison qu'il a faite, voilà, Gasly, il est bien. Il est bien. À la rigueur, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, potentiellement, c'est plus Ocon face à un Oli Berman. Je sais pas, il y a moyen que le duel, j'ai confiance en Ocon. Et voilà. Mais on sait pas, on sait pas ce qui peut se passer. Bon écoutez, on a beaucoup parlé, c'était chouette, c'était sympa, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour ce dernier live, c'était le dernier live de 2024, alors je sais pas exactement quand on se... Je sais pas s'il y aura un live la semaine prochaine du coup, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. Il n'empêche qu'en janvier, on ne va pas s'ennuyer car il y aura quand même très vite, très vite, le retour des formules de promotion avec la formule régionale Océanie, mais voilà, je pense vraiment pas, enfin on va pas en parler parce que ça va pas être très pertinent, mais la formule régionale Moyen-Orient avec notamment des pilotes français, pas encore annoncés mais qui le seront bientôt, Enzo Dellini et Evan Gilter notamment qui devraient faire toute la saison. Donc voilà, ça on en reparlera, je pense qu'on interviewera, ouais, on interviewera l'un des pilotes de Formule Régionale Moyen-Orient. Ça va être très chouette. C'est potentiellement un pilote qui n'a pas encore été invité sur la chaîne, donc ça fait toujours plaisir. Bref, voilà. Je vous tease un peu. En attendant, passez à tous d'excellentes fêtes, d'excellentes vacances si vous avez la chance d'être en vacances, ce qui n'est pas mon cas. Et voilà. Non, je suis pas du tout l'endurance. Je suis pas du tout l'endurance, enfin, ou en tout cas de très loin comme le grand public, on va dire, comme le grand public. Je suis pas du tout
pas du tout spécialiste de ça. Comme je suis le Dakar, je suis le rallye Dakar, mais je suis pas du tout un spécialiste, quoi. Mon domaine, c'est les formules de promotion. Vous en faites pas, on se retrouvera dès le mois de janvier. On se retrouve aussi sur Twitter, sur Blue Sky. Je suis aussi sur Blue Sky. N'hésitez pas à me follow si vous n'aimez pas la toxicité ambiante de Twitter qui va croissant. Je suis présent sur les deux plateformes. Voilà, je suis aussi présent sur Insta, sur feederseries.net. Il y a des articles qui viennent bientôt. D'ailleurs, je pense que peut-être semaine prochaine, justement, je pense qu'il y aura un article avec un pilote né en 2010. La rediffusion arrive sur la chaîne YouTube Percy VOD. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok. Et voilà. Merci d'avoir été aussi nombreux. C'était ma première année complète sur Twitch. Vous avez été exceptionnels. Voilà. Enfin, merci. C'est que le début. Et on se donne rendez-vous en 2025. Merci à tous. Bon réveillon et bye bye. À 2025.